Le mot procrastination, scientifiquement, il veut dire quoi? Un manque de... On peut pas être dans la peur et la curiosité à la fois. Ton énergie doit être là avant que tu démarres ce que tu vas faire. Notre focus, en moyenne, il est pas fort. 47% du temps qui se balade. Dès qu'on réalise qu'il y a quelque chose à travailler, notre cerveau peut devenir expert là-dedans. La ritalline et la kétamine perturbent les connexions neuronales pour voir les conséquences et étudier notre capacité de motivation ou d'attention. Ce qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire, c'est de... Salut les extraterriens, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Je suis très impatient de l'épisode qu'on va enregistrer tout de suite. Pourquoi ? Parce que la femme que je m'apprête à interviewer, c'est l'autrice du livre qui m'a le plus marqué cette année et peut-être même ces 2-3 dernières années. Vous savez, je suis un grand lecteur. J'ai beaucoup de livres sur la performance, l'excellence, comment essayer d'être une meilleure version de soi-même au quotidien. Et il y avait quelque chose qui me tiraillait, c'est que d'un côté, il y avait du développement personnel qui très bien, empiriquement, ça marche, ça fonctionne sur moi, sur vous, sur votre famille, sur votre entourage, sur les sportifs de haut niveau, sur les dirigeants. On voit que ça a un pouvoir exceptionnel, la préparation mentale, la visualisation, tous ces outils. Puis de l'autre côté, il y a la partie un peu plus scientifique, où des fois, on peut se dire, des fois, il y a des méthodes qui peuvent paraître un peu farfelues, ou dont on se dit, tiens, quel est le lien entre l'empirisme, ce qui se passe sur le terrain, et la recherche. Et donc, mon invitée du jour, elle a fait ce travail-là. En fait, tout simplement, c'est une scientifique, c'est une chercheuse, doctorante, et qui s'est spécialisée sur les neurosciences. Elle en a écrit un livre qui s'appelle Neuro-Excellence. Je vous mettrai le lien tout de suite dans la description. Vraiment, je vous le recommande à 1000%, même plus. Voilà, je vous le recommande vraiment. C'est un livre qui a été game changer pour moi cette année et qui fait le pont justement entre peut-être ces méthodes un peu farfelues, un peu de gourou, qui peuvent paraître peut-être abstraites pour certains, et la science, la recherche très concrète et très pragmatique. Aujourd'hui, je reçois une docteure en neurosciences pour parler de performance cognitive. Et c'est exactement le sujet qui m'a amené vers le partenaire du jour pour cet épisode, Brainologist. Brainologist, c'est la première marque française dédiée à la longévité cognitive et à la performance cérébrale. Et oui, on prend beaucoup de compléments pour notre corps et pour nos muscles, mais on prend rien pour complémenter notre cerveau. Et pourtant, c'est l'organe numéro 1 qui contrôle tout. Et ce qui m'a convaincu, c'est que la société, elle a été créée par une docteure en pharmacie qui avait elle-même ses besoins. Et oui, quand tu prends un complément, notamment pour ton cerveau, tous les jours, tu veux que ce soit pensé par quelqu'un qui sait de quoi il parle. En ce moment, je teste leur produit Performance Cérébrale. C'est 2 gélules dans la journée pour le focus, la concentration et pour soutenir ma mémoire. Ce sont des formules naturelles et des produits créés en France. Et pour couronner le tout, la société a fait valider les résultats par une étude clinique et on observe 43% de concentration en plus. Donc si comme moi tu veux augmenter tes performances cérébrales et soutenir ton cerveau au quotidien, va voir leurs produits performance cérébrale sur brainologist.fr. Je te mets le lien dans la description de cet épisode, c'est le tout premier qui remonte, et sache que sur leur site, il y a même un lien gratuit qui te permet de faire un audit de ta santé cérébrale. Allez, je t'embête pas plus et on passe à l'épisode. Je suis ravi de te rencontrer et d'avoir 2 heures avec toi, Biliana. Salut. Salut, ça me touche ce que tu dis. Donc là, je suis encore en train de digérer parce que c'est vrai qu'on met beaucoup d'efforts pour écrire, pour sortir ce qui nous tient à cœur. Et ouais, ça me touche. Merci beaucoup. Tu vois, j'essaie d'écrire un livre moi, en ce moment, et il y a quelques livres que je retiens, où je me dis, tiens, ça c'est des benchmarks où vraiment j'aimerais avoir ce niveau de qualité-là, et tu en fais partie. Voilà, droit au cœur, merci. Donc bravo pour ça. Donc aujourd'hui, on va parler de comment devenir comment contrôler son cerveau, comment l'utiliser comme un peu un esclave de notre réussite, un outil de notre réussite. J'aime bien ça. Comment aussi le faire déjouer au moment où notre cerveau peut-être entre dans des mécanismes qu'on va expliquer qui peuvent nous être négatifs à notre réussite ou simplement à notre volonté. Mais avant ça, j'ai envie qu'on pose un petit peu les bases dans cet épisode. Et la première chose que je voulais savoir, c'est quoi concrètement les neurosciences ? Qu'est-ce qu'on appelle les neurosciences ? Les neurosciences, c'est simple, c'est les sciences qui s'intéressent au cerveau. Et donc, ce qui veut dire qu'on va s'intéresser à comment le cerveau construit les pensées, les émotions et les comportements. Donc, à chaque fois, il y a vraiment les 3 instances chez nous. On pense, on ressent et on fait des choses. Et les neurosciences cherchent à expliquer comment tout ça s'est organisé. Et voilà, les schémas, les circuits, l'activation du cerveau qui va amener à tel et tel comportement.
Ok. Et donc on le différencie peut-être des expériences sociales, de comportementales, sur la douleur, sur l'argent, sur plein de mécanismes. C'est différent, mais on essaye quand même de faire le lien entre les deux, c'est ça? Exactement. Pour moi, l'idéal, c'est complémentaire. Donc, des fois, c'est bien de savoir ce qui s'active dans le cerveau, mais on a envie de savoir comment ça s'exprime dans nos comportements sociaux. Donc, des fois, ça touche. Moi-même, je m'intéresse j'ouvre tout. Je reste pas que sur l'activation du cerveau. J'ouvre tout. J'aime beaucoup les expériences sociaux et la psychologie aussi de comment la psyché se forme. Mais je reste quand même sur le concret. Bon, je suis une scientifique de métier et de passion. Donc, je cherche à chaque fois de ramener ça vraiment la science dure. Donc, connecter les deux. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? C'est beaucoup d'expériences avec des scanners, des électrodes sur le cerveau. Est-ce que on dissèque des cerveaux d'animaux ou de souris? Est-ce on envoie des courants électriques, je sais pas où, dans le corps pour voir ce qui se passe? Sur le terrain, du coup, dans le laboratoire ou dans tes recherches, comment ça se passe? C'est passionnant. Moi-même, j'ai participé dans plus de 100 études cliniques sur mon propre cerveau. J'ai été cobaye. Et alors, moi-même, ce que j'ai expérimenté, très souvent, quand c'est des études sur l'humain, ça va être des études... la plupart du temps, c'est des tâches sur l'ordinateur et on aura des électrodes sur la tête ou on sera dans un scanner IRM. Ou encore la magnétoencéphalographie. Donc là, il n'y a pas d'électrode sur la tête, ou il peut y avoir des électrodes sur la tête. Et on est dans un grand aimant qui va mesurer le champ magnétique autour de la tête. Donc, grosso modo, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent de mesurer le champ électromagnétique. Donc, les électrodes, c'est l'électricité, magnétisme aussi. C'est ce que les neurones produisent. Et on aura l'IRM fonctionnel ou pas. Fonctionnel, c'est quand on injecte quelque chose qui nous permet de voir l'activation du cerveau. Ou structurel, quand on voit les structures, les régions dans le cerveau, et on peut localiser le signal. Et puis, chez l'humain, on a aussi des études avec des médicaments. Donc, moi-même, j'ai testé la Ritaline et la kétamine. Donc, c'est là où on perturbe les connexions neuronales pour voir les conséquences et étudier notre capacité de motivation ou d'attention. Voilà, faire les connexions entre, OK, on a bloqué tel mécanisme ou on a ouvert telle porte. Qu'est-ce que ça donne dans les comportements à la fin? Ok, bon, on en parle un peu parce que c'est deux substances que j'ai pu consommer, de manière un peu plus récurrente ou récréative ou dans un but de performance cognitive. Qu'est-ce qui fait que toi tu t'es intéressé justement aux neurosciences? Moi, c'est simple. C'est parti du fait que mon cerveau m'embêtait juste un peu beaucoup dans mon quotidien. J'avais l'impression d'être prisonnière de mon cerveau. Et j'avais cette sensation que j'ai des limites et c'est comme s'il y avait quelque chose des limites que j'arrivais pas à ouvrir et que j'étais bloquée dans ma tête. Ça se traduisait avec une extrême timidité au quotidien qui était très embêtante, notamment quand... Bon, elle était déjà là dans mon enfance. Si tu veux, on grandit par modélisation des gens qui sont autour de nous. Moi, j'ai eu des bons modèles de timidité autour de moi. Donc, j'ai grandi avec ça. En arrivant en France, ça s'est juste amplifié. Et en ayant mon doctorat, ça faisait un sacré contraste que je n'arrivais pas à comprendre. D'un côté, je me disais, je suis parmi les meilleurs chercheurs, donc je suis entourée des meilleures têtes du monde. On réfléchit sur des questions super complexes sur la santé mondiale. Donc moi, je faisais mon doctorat sur les vaccins. Ensuite, j'ai travaillé sur les thérapies contre les cancers. Et je me disais, mais comment ça se fait que dans la journée, j'arrive à réfléchir sur des choses complexes, mais des tâches aussi simples que aller demander ma baguette à la boulangerie, ça me paraissait un challenge monstrueux et ça me demandait une préparation mentale. Donc je me disais, mais est-ce que mon cerveau va bien? Est-ce qu'il est cassé? Est-ce que je vais devoir vivre toute ma vie comme ça? Et je vivais énormément dans la peur. Je voulais pas que les gens se rendent compte qu'il y avait un problème interne et j'avais très honte de ce qui se passait dans ma tête et du fait de ne pas pouvoir maîtriser ma propre tête. Donc à un moment donné, je me disais, mais... calcul simple, j'avais 30 ans à cette époque-là, je me disais, mais potentiellement, il te reste le double de ça à vivre. Mais tu t'imagines vivre le double de ça? Mais c'est un cauchemar. Et donc, c'est là où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à qu'est-ce qui peut nous aider à mieux maîtriser cette machine tellement complexe et avec autant de potentialités, mais qu'on n'apprend pas en réalité à l'école. On n'apprend pas à se maîtriser. On n'apprend pas grand-chose là-dessus. Ouais. Est-ce qu'on peut dire
aussi bien, tu vois, la partie effectivement maîtriser un petit peu ses pensées et savoir jouer un peu avec, mais aussi sur la partie recherche. Est-ce qu'on peut dire que les neurosciences sont nées relativement tard parce que il y avait un besoin de technologie et d'être capable de visualiser en fait ce qui se passait dans le cerveau, et que là aujourd'hui on est en fait finalement qu'aux prémices de ce qu'on sait sur les potentialités du cerveau. Exactement. Il y a l'intérêt sur le cerveau, il date. Il date même dans l'Antiquité, on s'intéressait. Hippocrate était celui qui se disait peut-être que le cerveau est celui qui produit les pensées et les émotions. Mais ce n'est qu'en 19e siècle qu'on découvre les neurones et les connexions neuronales. Et comme tu dis, c'est vraiment la technologie qui était le facteur limitant. On n'avait rien pour observer ce qui se passe dans nos cerveaux. Et c'est dans les 1960-1970 où on commence à voir la technologie qui nous permet d'étudier. Et on amène le terme neurosciences apparaît. Donc, tu vois, il n'y a pas très longtemps. Mes parents avaient déjà un certain âge à cette période-là. Donc, c'était une période où on ne savait pas encore grand-chose sur le cerveau. Je pense avoir un petit peu la réponse, mais je serais curieux de la partager aux auditeurs. Tu sais, on entend souvent cette phrase un peu de dire qu'on est à 10% de nos capacités cérébrales et que si on apprend à maîtriser son cerveau, on peut devenir sans limite et tout. Qu'est-ce que la science nous dit par rapport à ça concrètement, tu vois, sur nos capacités? Alors, il me semble que tu dis dans ton livre qu'on est capable d'enregistrer 1 million d'informations à la seconde de manière inconsciente, mais qu'une cinquantaine ou quelques dizaines en tout cas de manière consciente. Voilà, 1,2 million de manière inconsciente et 40 informations de manière consciente. Environ, tout ça c'est... Environ. Comment on calcule ça? Alors, c'est fou. C'est vrai que ce sont des calculs... Alors, celui-ci, il va falloir que je creuse davantage comment il a été calculé, parce que la manière dont aujourd'hui, les manières dont on a pour séparer le signal conscient du signal inconscient, c'est la courbe du signal n'est pas la même. Si tu veux, le signal conscient, c'est une abrasion massive sur le cerveau, donc toutes les régions du cerveau sont au courant de l'information qui circule. Le signal inconscient, c'est un peu comme une petite vague qui apparaît et qui disparaît rapidement. C'est un chuchotement... je pense qu'on voit très bien l'image un peu dans un film ou quoi. Ouais, ok. Et d'où tout cet intérêt de l'inconscient, parce qu'il y a beaucoup de ressources, il y a beaucoup de qui on est qui est enregistré de manière inconsciente chez nous. Et de commencer à s'intéresser à ce petit signal, c'est un vrai champ d'exploration de soi. Donc on a besoin de plus en plus à y aller. Et peut-être que c'est là où on peut se rapprocher. Alors, c'est un neuromythe. Les 10%, c'est un neuromythe. Et je pense que de plus en plus de gens sont au courant que ça a été une mauvaise interprétation ou une simplification de la compréhension. Il y a eu, tout au début, on ne savait pas... on commençait à voir certaines régions du cerveau qui s'activaient. On commençait à comprendre ce qu'elles faisaient. Mais on n'avait juste pas la connaissance des autres. Et donc, on s'est dit, il y a très peu du cerveau qu'on utilise. Mais c'était juste un manque de connaissances. Il me semble que c'est parce qu'on étudiait la partie qui était uniquement utilisée pour la logique, très mathématique, organisationnelle et tout. Et ça, effectivement, c'est une toute petite partie de notre cerveau et ça oubliait tout le reste, le social, le ressenti, les émotions. Ok. C'est par rapport à ça. Okay. Exactement. Et après, il y a eu le film Lucy qui a juste rajouté une couche de ce qu'on croyait déjà et on s'est dit, on veut faire comme Lucy. En réalité, il y a quand même du potentiel à explorer dans notre cerveau. C'est pas qu'on utilise que 10%. On utilise tout le cerveau tout le temps avec ce qu'on peut. Mais c'est dans notre capacité de le comprendre et d'aller explorer notre monde intérieur qui fera qu'on pourra activer des choses à la demande. Je le vois plutôt comme une capacité. C'est comme si on avait des touches on et off à l'intérieur de nous que dans certains contextes sont intéressants à activer. Et la personne qui ne se connaît pas, elle est juste en train de subir des automatismes inconscients de son cerveau. Et dès qu'on rentre dans cette exploration de soi et dans cette capacité de plonger dans les 95% d'inconscient, au moins 95% d'inconscient, c'est là où on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut conscientiser et activer de manière consciente, qui de manière générale sont inconsciemment gérées par notre cerveau, puisque ça demande moins d'énergie de les laisser en automatisme. Et en fait, on peut prendre le dessus sur nos automatismes et apprendre à être plus juste. C'est un peu plus dans la dimension de parfaire les modes de réaction, plutôt que dans une dimension où je vais activer des zones que j'ai jamais utilisées dans ma tête. C'est plutôt, je deviens celui qui... Alors la conscience, c'est un peu comme un projecteur qui va illuminer des parties de nous, et on va pouvoir les voir et décider si oui, j'y vais ou non, j'y vais pas.
Et dans cette capacité-là, vraiment, on peut s'améliorer constamment et on peut se libérer des schémas qui ne nous sont pas utiles, remettre en question des schémas qui sont dans les biais cognitifs. Il y a beaucoup de statistiques du cerveau qui ne sont pas vraies et les remettre en question dans les situations dans lesquelles elles ne sont pas vraies. Et aussi, on peut aller libérer des fois, c'est des traumas du passé qui sont associés avec une émotion forte. On peut aussi nettoyer des bagages émotionnels comme ça pour libérer des ressources à l'intérieur de nous. Okay. C'est plus dans ce sens-là. Remettre en question la pensée qui s'est programmée, la réanalyser et sauvegarder un nouveau souvenir pour qu'on puisse libérer des ressources à l'intérieur de nous. C'est là où on libère du potentiel. Ok. Écoute, commençons. Tiens, comment est-ce qu'on peut se reprogrammer, tu vois? Comment est-ce qu'on peut... imaginons si on a eu un trauma d'enfance et qui peut amener plein de blocages. Quel type d'exercice, toi, tu peux recommander pour se libérer soit d'une peur ou d'un blocage qui peut être profond? Déjà, il faut l'identifier parce que la plupart du temps, quelque chose qui a été bloquant, émotionnel, ça va rentrer au niveau inconscient. Et s'il n'y a pas besoin, si on ne voit pas de limites dans notre propre vie, la chose, elle reste comme elle est fonctionnelle. Pour notre cerveau, le plus important, c'est que ça soit fonctionnel. C'est pas est-ce que c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on arrive à survivre dans la situation? Si c'est OK, c'est OK. Ma timidité, pendant des années, elle me permettait la survie, donc mon cerveau, il la préservait. Je faisais juste du copie-colle du passé dans le futur et on continue à prolonger la ligne. Donc, pour qu'on puisse changer des choses, la première chose, c'est de se rendre compte où est-ce que ça me bloque. Est-ce qu'il y a des endroits où ça me bloque, où j'ai envie que ça soit différemment. Okay. Donc, ça démarre par nous déjà. Et cette identification, parfois, elle n'est pas forcément facile. C'est pour ça que moi, j'aime bien la faire à deux, donc avec quelqu'un qui nous accompagne. Ça peut être un mentor, ça peut être un coach, ça peut être tout type de personne qui est dans le non-jugement. Ça peut être un ami ou un parent. Juste quelqu'un qui est dans le non-jugement et qui nous permet de parler de nous sans avoir peur d'être jugé ou blâmé pour ce qu'on fait. Et qui nous permet de se dire, OK, ça fonctionne comme ça pour moi aujourd'hui. Est-ce que je veux le garder ou je veux que ça change? Donc, pareil, ça démarre de soi. Si je veux que ça change, qu'est-ce que je veux en réalité? Je veux quoi comme nouvelle réalité? Donc, il faut créer une nouvelle référence du futur. Parce que ce truc-là que je t'ai dit, copier-coller le passé dans le futur, c'est un vrai mécanisme cérébral qui a été prouvé par des études en neurosciences. Par défaut, notre cerveau va utiliser l'information du passé pour la traduire en futur. Donc, pour lui, c'est voilà ce qui s'est passé hier, il y a des fortes chances que ça se passe comme ça aujourd'hui. Donc, si je veux... Ça m'a beaucoup marqué ce passage dans ton livre où tu dis, par défaut, en fait, le cerveau, il prend tous les mécanismes anciens et il les projette dans le futur parce qu'il ne sait pas ce qu'il y a dans le futur. Okay. Exactement. Okay. Pour lui, c'est une machine de prédiction, avant tout. On a eu le cas de quelqu'un qui s'appelle Henri Mollesson, chez qui on a enlevé l'hippocampe parce qu'il faisait des crises d'épilepsie. L'hippocampe qui crée des souvenirs. Si on enlève la partie qui crée des souvenirs, cette personne n'était plus capable de se projeter dans le futur. On lui demande, mais qu'est-ce que tu vas faire demain? Il se dit, ce qui me semble bénéfique. Donc, notre cerveau vraiment utilise des références du passé pour créer le futur. Et si on veut secouer ce mécanisme-là, on doit devenir le créateur de futur. Donc, créer cette nouvelle référence du futur et créer une image qui est très forte, très claire. Parce que si tu veux, pour notre cerveau, le passé est clair, est stable. Il sait ce que c'est et il n'a aucun doute de ce qui s'est passé. Mais si je lui donne une image un peu floue du futur, celle du passé va battre celle du futur. D'où le fait que c'est tellement important de travailler la vision, de la clarifier, de la rendre, mais comme si c'était une photo presque du passé, tu vois, que notre cerveau soit au courant de cette image du futur que je veux et idéalement de l'y associer une dimension émotionnelle. Donc, je le vois ce futur, je le vois clairement ce que je veux et ça me donne une sensation émotionnelle, d'excitation où j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'y être. Et donc, c'est en ayant cette référence du futur qu'on commence déjà à pouvoir changer des choses. Okay. Et après, il reste quand même le travail à faire. C'est pas du miracle. Là, c'est une partie qui est critiquable dans le développement personnel, c'est cette promesse il suffit de visualiser le futur pour le réaliser. Bon, il manque quand même la partie action dans laquelle on va reprogrammer le cerveau et à chaque fois lui donner des feedbacks pour qu'il puisse travailler sur ce changement de manière de réfléchir les choses pour qu'il aille vers cette nouvelle identité du futur et
et s'aligner sur ce qu'on lui a donné comme une nouvelle référence. Rapide pause dans ton épisode pour te rappeler que si jamais tu nous écoutes en audio, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcast. Il y a aussi un peu moins de publicité que sur YouTube, donc n'hésite pas à le faire et à t'abonner là. Ça nous aide vraiment beaucoup, donc je compte sur vous. On reprend l'épisode. Si je reformule, ou en tout cas je resynthétise, si on ne visualise pas son futur, ou si on ne met pas une vision sur ce qu'on a envie de devenir, le cerveau va prendre les mécanismes du passé. Peut-être qu'on va en parler, mais le cerveau est assez négatif de manière naturelle parce tu vas nous expliquer pourquoi. Et donc, le seul moyen de déjouer en fait ces mécanismes négatifs du passé, c'est de créer soi-même sa vision du futur, de l'imaginer et d'y mettre une émotion. Et quand tu dis mettre une émotion, ça veut dire quoi concrètement? C'est y mettre de la joie, c'est y mettre de l'enthousiasme, c'est quelque chose de... Alors, il y a des études, et là, super pertinent aussi, et je te remercie d'arrêter un petit peu point sur l'image, parce qu'on parle souvent de visualisation positive. Et ça, je l'ai testé moi-même dans une étude de neurofeedback. J'avais cette occasion d'avoir des électrodes sur ma tête. Sur l'écran, il y avait une cible à faire bouger juste avec notre pensée. Donc, il fallait trouver la stratégie mentale qui crée le plus d'énergie pour faire bouger juste avec le signal électromagnétique électrique dans ce cas-là, de nos neurones, de faire bouger le point sur l'écran. Donc, aucun mouvement. Donc, tu as une cible, un point qui bouge, et toi, tu dois utiliser ta pensée pour mettre le point dans la cible. C'est ça. Donc, l'écran, juste un point, une cible, et tu déplaces sans bouger la tête. Donc, le point essentiel, c'est aucun muscle qui bouge, parce que sinon, on va faire une variation dans le signal, ce qu'on ne veut pas. C'est vraiment, on reste comme ça. Et on regarde l'écran, tu fais ce que tu veux dans ta tête, mais il faut que tu fasses rentrer le point dans la cible. Okay. Et là, j'avais testé différents types de stratégies. Et il inclut le truc où il n'y a pas d'émotion, où tu focalises fort et tu essayes de le faire bouger. Ça te casse la tête et ça bouge très peu. Et voilà, le signal n'est pas assez fort. Et dès qu'on associe une émotion à l'image qu'on imagine dans nos têtes, peu importe l'image... dès qu'on associe une émotion, le point commençait à bouger. Donc, il y a de l'énergie qui fait... mentale qui apparaît, mentale émotionnelle. Et j'avais testé avec l'énergie négative, c'est-à-dire colère, tristesse. J'avais testé des stratégies comme ça où on associe une image avec une sensation négative. C'est nickel, il n'y a pas de souci. Sauf qu'au bout de quelques temps de visualisation, je me suis dit non, mais ça crée quand même l'état de négativité. Et donc, j'ai testé avec le positif, donc enthousiasme, joie, et donc imaginer une image du futur où je suis avec mes clients, ils sont souriants, ils tiennent mon livre, on avance ensemble. Et cette image l'a saturée en émotion. J'ai même mis mon mari dedans, donc ça a donné de l'amour. J'ai fait rajouter un chien, ça donnait de l'excitation. Et plus je rajoutais de l'état émotionnel, pam, 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 le point, il bougeait, mais d'une vitesse... À la fin, le chercheur, il m'a dit, je ne sais pas ce que vous avez fait dans votre tête, mais le résultat sur les 60 participants, vous êtes la meilleure dans votre stratégie mentale. Okay. Donc, pour moi, là, c'était la conclusion de l'émotionnel rajoute. Et donc, pour relier ça aux études scientifiques, on parle aujourd'hui de 2 types de visualisation. Visualisation positive, ce qui marche, mais visualisation négative, elle marche encore mieux. Visualisation négative du futur, c'est qu'est-ce que je veux surtout pas qu'il m'arrive. Donc, si je bouge pas, qu'est-ce qui va se passer avec moi dans le futur? Donc, si je pars pas courir, si je fais pas ce régime, à quoi je vais ressembler et comment ça me fait me sentir. Okay. Et donc, apparemment, la visualisation négative, c'est encore plus fort de se dire, si je bouge pas, voici ce qui se passe. Et donc, on joue avec les deux. On joue vraiment avec ces 2 éléments-là. Tu vois, je parle à beaucoup de sportifs ou d'auditeurs du podcast. Moi, j'utilise de plus en plus la visualisation parce que c'est vraiment l'outil qui change le plus ma vie et qui vraiment est en train de me transformer. Et souvent, un des écueils, et c'est un des écueils que j'ai eu au début, et c'est un des écueils que je vois avec les gens qui commencent la visualisation, c'est que ils vont imaginer un futur très beau, tu vois, tiens, je suis sur un yacht avec plein de gens sympas, j'ai beaucoup d'argent et tout. Mais là, aujourd'hui, je suis dans mon petit appart à Paris, il pleut, je suis tout seul. Et en fait, j'arrive pas à faire la passerelle entre les deux. Et en fait, ma visualisation, presque, j'y crois pas. C'est ce que je veux, c'est ce que je pense vouloir en tout cas, mais il y a un truc qui se passe qui marche pas. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui peut te dire ça, qui peut te faire cet écueil de la visualisation? Alors moi souvent je cherche à visualiser aussi les éléments qui sur le chemin, les faiblesses et les éléments sur lesquels j'aurais à travailler. Donc si la vision elle est
Et donc, il y a comme un gap entre moi et la vision, c'est qu'il me manque de compétences, il me manque... j'ai pas fait assez de choses et donc je n'ai pas assez d'espoir qui me fait croire que je suis la personne qui peut faire ça. Alors, il y avait un truc qui me venait tout à l'heure quand je t'écoutais. Mon identité, donc pour mon cerveau, mon identité, c'est ce qui se souvient du passé et les aspirations du futur. Donc pour les gens qui ne visualisent rien du futur, bah, c'est juste ce que je me souviens du passé. C'est même pas tout mon passé, c'est ce que je me souviens du passé. Et tu le disais, il y a un petit biais vers ce qui est mal tourné dans le passé. Donc notre identité, si on la laisse par défaut, elle est pas très propice à ce que je veux faire dans le futur. Donc il y a tout le travail de déjà se rappeler du passé, quand est-ce que j'ai fait des réussites qui peuvent déjà commencer à s'aligner avec la vision du futur. Et puis, il y a tout le cheminement à construire parce que ce n'est pas que de la visualisation, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a vraiment développer des compétences dans l'action. Donc, il faut vraiment construire ce pont entre je suis là, il y a ça à faire. Donc, c'est quoi les étapes et être vraiment très, très authentique avec soi-même, de se dire est-ce que je suis prêt à faire ce cheminement? Parce que le yacht, c'est bien bon, mais il y a plusieurs choses sur le chemin qui peuvent ne pas être bons pour moi et peut-être ne pas s'aligner sur moi. La quantité d'actions que je dois faire, peut-être le nombre de personnes que je vais perdre sur le chemin, la visibilité que je dois assumer. Donc, toutes ces choses-là, il faut que je me prépare à les assumer. Parce que s'il y a des parties de moi qui se disent non, mais c'est joli cette vision, mais en fait, j'ai aucune idée consciemment de ce qui m'attend sur le chemin et que je suis dans une illusion un peu Disneyland ou Hollywood dans ma tête, non, là, je me mens à moi-même. Donc, il faut vraiment imaginer le cheminement et puis vérifier s'il y a des valeurs assez fortes, s'il y a vraiment des choses à l'intérieur de nous qui vont soutenir le cheminement. Parce que l'énergie, on va la trouver pour réaliser des choses qui nous dépassent, on va s'appuyer sur des valeurs à l'intérieur de nous. Et s'il y a des valeurs assez fortes, ça va tenir, donc on va pouvoir se dépasser pour aller jouer à ce niveau-là. S'il n'y a pas à l'intérieur de moi quelque chose qui le soutient, et si au plus profond, je veux plutôt une vie tranquille, avec 2 enfants, à une belle maison et ça me suffit, il vaut mieux chercher quelle est la vision qui s'aligne sur moi. En fait, des fois, il y a vraiment ce mensonge de je m'appuie sur quelque chose qui m'excite, mais il ne m'excite pas à cause de moi et qui je suis à l'intérieur de moi, mais ça m'excite parce que j'ai entendu que c'est chouette, je l'ai vu dans les films, je vois des gens autour de moi qui disent que c'est chouette à vivre. Et les gens, ils ne se rendent pas compte des inconvénients à vivre ça. Et c'est là où on peut les sensibiliser et vérifier que les inconvénients leur conviennent aussi. Parce que c'est bien beau le rêve, mais dans le rêve, il y a des inconvénients, c'est des réalités naturelles. Donc dans la nature, c'est plus et le moins ensemble. Et donc être sur un yacht, il y a beaucoup de moins qu'on n'a pas vu. Bien sûr, bien sûr. Et donc conscientiser surtout ça. Surtout la transformation, ouais. Exactement, ouais. Et s'assurer que l'inconvénient me correspond aussi, que je suis prêt à payer le prix de ce yacht. Pas le prix financier, mais le prix émotionnel et mental à y aller. Si ça s'aligne à la fin, je dis ok, on y va. Donc on va faire le cheminement, donc on va construire le chemin. Mais si j'y vois juste le positif m'excite, mais le négatif, je suis pas prêt à le payer, c'est pas la vision pour moi. Donc, on va la challenger un peu. Ok, c'est intéressant. Moi, comme mécanisme que j'avais fait justement avec un préparateur mental, c'était de visualiser des scènes en fait de mon quotidien, mais il y a plein de petites miettes ou de petits éléments qui rappellent mon succès, pour que la visualisation en fait elle me paraisse naturelle et que ça soit juste des petits éléments. Tu vois, par exemple, tiens, t'as une notification sur ton téléphone avec une bonne nouvelle, mais t'es avec tes amis, tu vas dans ton restaurant préféré que tu connais et tout, tiens, t'as une notification, ou tiens, il y a quelqu'un qui dit ça qui dit un compliment sur quelque chose qui a changé en toi. Et du coup, ça m'a permis c'était beaucoup plus facile pour moi d'écrire un futur qui me semblait tellement loin et presque paralysant en fait. Je me disais, je suis pas prêt à atteindre tout ça. Non, mais c'est génial ce que tu as fait. Du coup, ça fait un peu le pont. Oui, tu as ramené la référence du futur, tu l'as ramené dans le présent. La faire vivre comme si on l'a déjà faite, comme si elle est là de manière accessible, ça crée cette photo du futur que je te disais tout à l'heure. Ça permet au cerveau de la voir maintenant et de la ressentir maintenant tout de suite pour la croire. Je voulais te challenger sur la visualisation, sur un sujet, parce que j'avais lu une étude sur les cocaïnomanes où quand on leur montrait juste la poudre ou quand on leur faisait entendre le bruit
d'un sniff, où quand on leur faisait rouler un billet, on voyait sur leur cerveau que ça leur procurait plus de dopamine que le shoot en lui-même. Tu vois, ou très très similaire, tu vois, et que du coup l'attente de la drogue ou que l'attente du plaisir, elle était là, et ça a été extrapolé. Alors je sais pas à quel point c'est vrai que bah voilà, quand tu regardes un très beau vêtement de luxe dans une vitrine, bah c'est pareil, t'as plus de plaisir qu'une fois que tu l'as acheté. Pareil avec un bonbon ou un bon repas, tu vois. Est-ce que ça ferait pas pareil avec la visualisation, où finalement on a plus de plaisir à visualiser le yacht ou la médaille olympique ou tu vois le succès à la conférence, que finalement d'y arriver, parce que c'est extrêmement difficile, tu vois, d'atteindre le statut là. Et donc finalement, est-ce que le cerveau, il pourrait pas se complaire à rester dans cette visualisation qui me va très bien. Je rêve que je vais être champion olympique, je rêve que je vais avoir mon yacht. Est-ce que ça peut pas être un danger en ce sens-là, tu vois? J'aimerais avoir ton avis là-dessus sur... Déjà, est-ce que cette étude que j'ai vue sur la drogue, c'est vrai? Enfin, est-ce que c'est un truc vérifié qui a été vu sur d'autres domaines? Et est-ce que ça peut pas être un piège, justement, du cerveau de trop se projeter et de finalement ne jamais agir? Oui. Là, je te rejoins. Et moi, je ne connaissais pas cette étude que tu évoques. Je connais une autre qui est sur l'anticipation de comment on dit reward en français, c'est... La récompense, ouais. Voilà, l'anticipation de récompense. Et donc, les gens, ils ont un écran devant eux et ils voient des chiffres défiler. Et chaque fois, quand ils voient, disons, le chiffre 3, ça leur apporte un bénéfice de, je sais pas, $20. Donc, c'est comme un jeu. Et donc, ils ont des électrodes sur la tête et pareil, ils regardent quand est-ce que la dopamine elle est produite. Et effectivement, la dopamine, elle est produite tout au long de la phase où tu cherches ton chiffre qui doit apparaître, celui qui t'apporte de l'argent. Et t'es super focus, t'es super motivé, engagé. Et une fois que t'appuies sur le bouton parce que tu l'as vu, ça y a plus. C'est vrai, ok. Et c'est un peu décevant parce que c'est un peu ce qui se passe aussi dans la vie. Une fois qu'on atteint l'objectif, d'un coup on se dit maintenant on fait quoi? Donc il y a un peu le dégonflement parce que la dopamine elle est vraiment produite dans la quête de cet objectif. Et comme tu dis, ça peut faire et des fois on le voit dans le développement personnel, des gens qui travaillent beaucoup et qui restent au niveau de la tête, c'est-à-dire que la vision elle est prête, ils ont cette image qui les excite, donc tout ce qu'on vient de dire est construit et c'est top. Sauf qu'il n'y a pas le passage à l'action, parce que le passage à l'action, il y a de la résistance. Tu vois, dans la pensée, il n'y a pas de... Quand on a travaillé les croyances, il n'y a pas tellement de résistance, mais dans la matière, il y aura toujours de la résistance. Quand on va se mettre à faire... Moi, mon premier atelier, avant de commencer à faire des conférences, je suis passée par différentes phases. Le premier atelier que j'ai fait, mais c'était une catastrophe. Okay. J'avais 3 personnes. Au bout de 15 minutes, il y en a une qui me dit excusez-moi, je vais devoir y aller. Je suis sortie de là et sereine. Je me suis dit c'est bien beau cette visualisation, mais il va falloir vraiment bosser pour y arriver. Et c'est là où on se rend compte vraiment où est-ce qu'on en est par rapport à cette visualisation. Donc, sans action, il n'y a pas vraiment de réussite. Et ça, des fois, on l'oublie, même s'il y a quand même beaucoup on pousse les gens à passer à l'action. Mais oui, il faut passer à l'action, il faut chercher du feedback, il faut travailler son caractère, parce qu'il y a des éléments dans notre caractère qui freinent. Et tout ça coûte. Et du coup, on se retrouve parfois avec des gens qui se disent « moi, je sais exactement ce que je veux faire ». Ils sont super motivés, ils ont une super belle énergie. Sauf que ça reste, il y a rien qui se passe maintenant. Ils se disent, je sais pas quand est-ce que ça va être, mais je sais que ça va se produire. C'est déjà un bon travail sur soi, parce que c'est mieux que d'être la personne qui ne rêve pas, qui fait juste son salaire au quotidien et qu'il y a rien qui la stimule. Donc du coup, elle part plutôt dans le chemin de la dépression. C'est déjà bien d'avoir une vision, un rêve qui nous stimule. Mais comme tu dis, le risque est de rester à ce niveau-là et de ne pas passer à l'action, parce que dans l'action, on se rend compte où est-ce qu'on en est, et ça fait mal. Et c'est encore plus dur quand on est quelqu'un qui naturellement a un talent, parce qu'on se dit j'ai le talent, la personne ressent qu'elle a quelque chose de naturellement facile pour elle, et du coup elle se dit le jour où le rêve va se produire, ça va être le plus beau jour de ma vie, et elle est dans une vision Hollywood où le succès tombe sur ta tête, alors que ça n'arrive pas statistiquement, ça arrive très très rarement des gens qui vont vivre ça. Et la personne qui a un talent, elle ne se met pas à travailler sur ce qu'elle a envie de construire, parce qu'elle ressent que le talent est là. Donc c'est un piège supplémentaire à surveiller. Ça doit parler à beaucoup d'athlètes de haut niveau qui nous écoutent. Il y en a beaucoup qui sont très talentueux, jeunes,
Puis tu sais, tu commences dans ton département, après dans ta région, puis boum, t'arrives au niveau national, puis à un moment, t'arrives au niveau international. Donc là, t'es quand même vis-à-vis de beaucoup, beaucoup plus de gens. Et là, c'est souvent la révélation, quoi, à quel point c'est difficile. Et là, il y a souvent un... Bon, c'est aussi le système sportif qui veut ça, mais tu as souvent une perte ou un abandon de plusieurs athlètes qui n'arrivent pas à passer ce cap de la remise en question, quoi. Oui. Et on disait souvent, je pense que c'était l'exemple de Serena Williams, elle avait fait un match comme ça, où quand elle a vu qu'elle était en train de perdre, elle a commencé à jouer pour montrer qu'elle sait qu'elle est en train de perdre et qu'elle le veut. En fait, ça, c'est un peu le piège du talent qui, au lieu de se dire attends, je m'y remets, elle se dit au moins comme ça je perds et ça ne remet pas en question mon talent. De toute manière, je voulais perdre. C'est pas... Donc, il y a des pièges autour du fait, quand on a un talent naturel, des pièges à surveiller pour ne pas se laisser continuer quand même. Le travail, il est dur, le chemin de la réussite est dur. Il faut apprendre à avoir du goût pour ce chemin. Plutôt que de chercher juste le résultat final. Parce qu'en plus de ça, on a vu que la dopamine, au moment où on a le résultat final, la dopamine disparaît. Donc, il nous faut un nouvel objectif à ce moment-là. Okay. Mais j'aime beaucoup, en tout cas, la notion de avoir du goût pour le chemin. Ça me parle beaucoup. Je pense qu'il n'y a pas de discipline, il y a juste de l'amour pour les actions qu'on choisit de faire, quoi. Tu vois, ça me parle beaucoup. Mais comment est-ce qu'on... Est-ce que tu as déjà, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on procrastine? Tu vois, quand on n'a pas envie de s'y mettre, c'est quoi? C'est de la projection, c'est de la peur d'échouer, c'est de la peur de l'inconfort. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand le mot procrastination, scientifiquement, il veut dire quoi? On peut le simplifier à un manque de dopamine. Je dirais même un manque de cortisol. Parce que les gens qui procrastinent, souvent ils arrêtent de procrastiner au dernier moment. Et il y a une explication à ça, c'est que quand on se rapproche de la deadline, du délai qu'on a et qu'on est vraiment à côté de... On se dit, j'ai procrastiné jusqu'ici, mais c'est demain. Il y a une production de cortisol. Et le cortisol, ça va mettre le corps dans un état de petite tension. Et donc, on peut plus... et aux grandes tensions, si on a beaucoup procrastiné. Et donc, ça va empêcher le fait de se détendre ou même d'aller dormir. Et ça va nous faire travailler. Donc, des fois, ça peut être un manque de cortisol et les gens, ils ont besoin de se rapprocher du délai pour travailler. Mais de manière générale, c'est ce côté manque de dopamine qui ne nous donne pas assez de motivation et de plaisir de faire l'action. Et souvent, c'est dû à un objectif qui est trop grand ou flou. Donc, pour la tête, je me projette, mais j'arrive pas à voir, je n'y crois pas trop. J'arrive pas à avoir une récompense, donc la récompense, elle n'est pas claire. Et donc, j'ai pas d'anticipation, il n'y a pas de plaisir de se dire, OK, si je le réalise, ça va se produire comme ça. Et en plus, ça, si j'ai pas cette clarté d'objectif, si j'ai pas les petites étapes, j'ai pas non plus l'accomplissement de petites étapes, donc le fait de voir le progrès avancer. Donc, en fait, il n'y a rien. Je suis juste devant un gros projet. Imaginons que moi à l'époque je me disais j'ai envie de développer ma confiance. Pour mon cerveau ça veut rien dire, c'est un mot qui est un peu abstrait, c'est associé à rien, peut-être que je peux associer de l'émotionnel dessus mais je peux pas associer du concret. Et donc il m'a fallu de l'aide pour que je puisse mettre des mots. Qu'est-ce que ça veut dire la confiance? Où exactement tu la veux? Parce que quand on manque de confiance, on ne le manque pas partout. Quand tu es à la maison, sur ton canapé, tu ne manques pas de confiance. Et donc, bien localiser dans quel endroit je veux la développer, à quoi elle ressemble. Donc, dans mes actions, quand j'ai de la confiance, dans ce contexte-là, je vais faire quoi de différemment? Et de commencer étape par étape de les activer. Moi, j'ai adoré travailler. Dès que j'ai compris que c'était, par exemple, travailler sa voix, travailler sa posture, travailler l'énergie dans laquelle on arrive, je commençais à décomposer et chaque jour, je m'amusais à faire dans l'ascenseur, je commençais à travailler, à adresser des inconnus ou marcher différemment. Ou dans les réunions de travail, j'étais encore à l'Institut Pasteur, dans les réunions de travail, je commençais à avoir une posture beaucoup plus droite. Power posture. Ouais. Même les gens, ils venaient me voir et disaient qu'est-ce qui se passe? T'as plus de confiance maintenant? Je dis alors que moi, je travaille à un élément. Tu vois. T'as juste serré les omoplates. Et ça a marché parce que les gens, ils ont l'habitude de te voir comme ça un peu. Et donc, ces petits progrès, le fait de dire « génial, j'ai progressé sur ça », c'est ça qui nourrit la dopamine. Et donc, c'est même pas une question de procrastination, c'est je sais ce que j'ai à faire, je sais quelle est la prochaine petite étape et je sais comment surveiller si j'avance ou j'avance pas. Donc, si mon cerveau, il a cette information-là, il avance. C'est un serviteur, donc c'est une machine qui va nous servir si on lui dit quoi faire. Donc, il faut quand même garder la position de celui qui lui demande de faire des choses
et qu'il soit clair. On est le boss, on est le leader de cette équipe de 100 milliards de neurones à l'intérieur de nous, mais il faut bien les guider. Si les ordres sont bien donnés et qu'on a vraiment le processus pour y arriver, notre cerveau, il est programmé pour réussir. La réussite pour nous, c'est un apprentissage. Il peut tout apprendre. Donc, si j'ai la bonne guidance, la bonne stratégie et que j'ai du feedback, en théorie, je peux tout apprendre. En pratique, mon corps, il va me limiter sur certains axes. Je peux peut-être pas devenir ballerine ou à mon âge avec la physique que j'ai. Donc, il y a certaines limitations, mais sinon, au niveau mental, tout est possible. En réalité, cette phrase, biologiquement parlant, du point de vue des neurosciences, elle est possible. Ok. Si je comprends bien, l'art de maîtriser son cerveau, ça va être lui donner un point d'arrivée très clair, donc un objectif hyper clair, précis, clair et précis, qui nous donne beaucoup de plaisir, qui nous fait nous sentir bien, et d'être capable de décrire la route de manière la plus détaillée possible et découpée possible pour y arriver. Si on pourrait définir, c'est un peu ces 3 étapes. Découper, plaisir et clarté. Oui. Et c'est très, très difficile à faire. Je me souviens, quand on était à l'école de coaching et on apprenait à aider les gens à fixer des objectifs, c'est très difficile parce que la pensée, souvent, a un mêlée. On ne sait pas exactement ce qu'on veut. La plupart du temps, on sait ce qu'on ne veut pas. Et dès qu'on place l'image de ce qu'on veut, ce n'est pas assez clair. On n'a pas les étapes pour y arriver. Donc, ce travail-là, on n'a pas hérité des cerveaux qui savent le faire. Aujourd'hui, avec le développement personnel, on a de plus en plus de cerveaux qui programment leur pensée à savoir identifier clairement les étapes. Où est-ce que je veux aller? Où est-ce que j'en suis? Avec une honnêteté brutale. Tu vois, où est-ce que j'en suis? Parce que des fois, on se ment à soi-même, on se dit « Ah non, mais c'est bien, je suis pas loin. » Non, t'es loin quand même. Où est-ce que j'en suis et c'est quoi la prochaine étape? Ça, si le cerveau, il l'a, et que la motivation, comme tu disais, le plaisir y est, on a tout pour réussir. Ok. Pourquoi est-ce qu'on est si négatif? Alors, je suis allée creuser davantage parce qu'en fait, on a 2 biais. On a le biais d'optimisme et le biais de négativité. Donc, les deux sont à l'intérieur de nous. Et en fait, il s'agit de la pensée consciente versus la pensée, le narratif plutôt inconscient qui est un background de nos têtes, celui qui passe tout le temps. Donc, dans la pensée consciente, souvent, on aura tendance à penser qu'on a moins de chances à tomber malade que les autres ou on a plus de chances de réussir que les autres. Donc, ça, c'est le biais d'optimisme. Donc, c'est un peu l'ego, finalement? Peut-être. Okay. C'est ce qu'on a envie de croire, on va dire. Okay. Et par contre, le narratif inconscient, lui, il est biaisé vers la négativité. Donc, 60 à 70% de nos pensées sont négatives. C'est beaucoup. Et si on se met... Donc, là, le mieux, c'est de se rendre compte de ça, de faire un exercice, de juste sortir le narratif inconscient. Donc, on peut faire un exercice de, 10-15 minutes par jour de noter ce qui se passe dans nos têtes. On va se rendre compte le type de pensée qui passe. Des fois, on va se rendre compte que la pensée qu'elle passe là, elle date d'il y a 20 ans, où j'ai pas su dire quelque chose à quelqu'un qui m'a embêté, et donc la pensée, elle tourne encore. Donc, il y a des pensées comme ça qui sont à lâcher, tout simplement parce qu'elles ne servent plus. Et puis, il y a des pensées un peu négatives qui reflètent des valeurs et des aspirations qu'on en a et qu'on n'a pas encore verbalisées. Donc, ça vaut le coup aussi de les analyser. Et la pensée, ce biais vers la négativité, il s'explique. Moi, j'aime beaucoup. C'est un professeur américain qui a travaillé sur ça et qui déculpabilise beaucoup l'être humain. Il se dit, si vous n'êtes pas heureux aujourd'hui, c'est pas de votre faute, c'est votre cerveau. On a hérité des cerveaux de survivants, donc c'est des schémas de survie. Pour nos prédécesseurs, c'était plus important de savoir voir le problème ou le danger pour la survie. Et donc, nos cerveaux, ils ont des schémas super bien établis pour veiller sur qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Donc, la plupart du temps, le focus, il est dirigé à qu'est-ce qui cloche avec ça, qu'est-ce qui cloche avec ça, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, dans mon équipe, dans mon projet. Et ça a été utile pour la survie. Et moi, je pense qu'on arrive dans une génération, dans plusieurs générations, où on va chercher à nettoyer ce focus sur la survie et placer le focus sur vraiment la réussite. Sur, en fait, qu'est-ce qui est déjà génial, qu'est-ce que j'ai réussi déjà, qu'est-ce qui marche bien dans mon business, pour commencer à biaiser la pensée vers ce qui est positif. Et alors, il faut faire attention, parce que le but n'étant pas de partir dans un monde bisounours où tout est beau, tout est... la vie n'est pas tout est beau, la vie, c'est les deux à la fois. Mais juste d'être capable de devenir des êtres humains capables de voir les deux à la fois. Donc, d'ailleurs, c'est dans le livre The Great... il faut que je retrouve le titre de ce livre-là, ça ne me vient pas tout de suite. The Best, The Great... Tu as le nom de l'auteur? Si tu veux, j'ai mon ordinateur là.
essaye de chercher un titre From Good to Great, peut-être. Ah, ça me dit quelque chose. From Good to Great. Quelque chose comme ça. Ouais, Good to Great, exactement. Good to Great, de Jim Collins. Voilà. Ok. Et donc, dans le livre Good to Great, j'aime beaucoup sa définition de l'excellence. Et il a cherché à établir ça dans les entreprises. Il a analysé différentes entreprises et leur fonctionnement. Et il se dit, l'excellence, elle est dans la capacité de rêver haut, d'avoir une foi inébranlable dans un idéal, dans un rêve qui nous inspire, et à la fois d'être capable de regarder la brutale réalité. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, c'est vraiment les deux à la fois. Foi inébranlable, donc je ne questionne pas est-ce que c'est possible, je sais que c'est possible, et brutale réalité où j'en suis aujourd'hui. Donc, dans cette capacité d'équilibrer nos perceptions et de tenir les deux à la fois, on est dans l'excellence, donc on est dans la démarche d'excellence. Parce que pour moi, l'excellence, ce n'est pas une destination, c'est vraiment une attitude à maintenir. Donc pour exceller, on essaye de maximiser un peu son biais de positivité et son biais de négativité. Enfin, en tout cas, d'en avoir conscience et un peu de les manipuler, quoi. C'est ça. De savoir jouer avec. Ne pas avoir peur de la négativité, elle est à l'intérieur de chacun de nous. Il faut l'utiliser. Voilà, les millionnaires, ils ont ça, c'est juste qu'ils gèrent, ils le voient, ils le gèrent, ils ont des stratégies de gestion de la négativité. Et donc, ce travail constant d'aller entraîner la pensée à être stimulante, à aller voir ce qui va bien. Et de l'autre côté, par contre, de travailler vraiment sur la capacité de maintenir la foi que c'est possible. Ouais, je pense que les athlètes de haut niveau ont aussi beaucoup ça, quoi. Ils sont très conscients de... Aujourd'hui, ben voilà, je cours à telle vitesse, je sais quelles sont mes limites, mais j'ai envie d'y aller, je connais le plan pour y aller, et effectivement, il y a toute la part de travail entre les deux, quoi. Et on laisse pas l'un influencer l'autre, hein, tu vois, parce que si on laisse un peu de perméabilité entre les deux, la négativité, elle va taper sur le rêve, et donc là, on est plutôt dans un truc, non, mais ça va pas marcher, même si on essaie de le verbaliser, mais l'inconscient n'y croit pas. Donc, je maintiens un niveau subconscient, je maintiens que c'est vraiment possible, et je nourris ça. Je regarde des vies d'autres personnes qui l'ont réalisé. Bon, on est tous des êtres humains, c'est-à-dire que c'est possible aussi pour moi. Et en même temps, de l'autre côté, au quotidien, j'ai ce suivi de où est-ce que j'en suis. Ok. Très, très clair pour moi. Si 70% de nos pensées sont négatives, on a quand même plus intérêt à cultiver son biais de positivité, j'imagine quand même. Oui, on a du travail pour déjà arriver à l'équilibre. Ok. Oui. Comment est-ce qu'on peut le cultiver, du coup, cette positivité, toi? Qu'est-ce qui marche bien? Est-ce qu'il y a eu des expériences en neurosciences là-dessus? Alors, moi, ce que j'aime beaucoup, ça vient aussi d'un milliardaire américain qui nous dit comment manipuler. C'est un peu de la manipulation du cerveau, mais c'est un bon hack à faire. Il disait, typiquement, les parents, à la fin de la journée, ils vont demander à leur enfant comment ça a été ta journée. Bon, quand on pose la question, l'enfant, il va te sortir tout. Hein. Ce qui était bien, ce qui était mal, ce qui était moche, tout y passe, mais surtout ce qui n'allait pas. Et un petit changement de question, au lieu de poser la question comment ça a été, on pose la question qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée? Tout de suite, ça développe la capacité d'aller chercher ce qui allait bien. Et c'est une vraie capacité parce que des fois, on pose la question à la personne et elle commence quand même à nous parler de ce qui n'allait pas. Ou bien elle dit « Ah oui, c'était bien, mais... » Et on part tout de suite sur le reste. Donc là, on voit vraiment ce truc négatif de la tête. Donc, rien que de biaiser les questions, de se dire « Ok, qu'est-ce qui est déjà bien ?» Donc ça aide. Cultiver la positivité, c'est aussi ne pas avoir peur de nommer... moi, j'aime bien parler un peu en mode cette partie négative à l'intérieur de moi, je peux la nommer, je peux lui donner un nom et la surveiller quand elle est là. Donc, je sais pas, imaginons que je l'appelle Jafar. Pour que ça me vienne comme ça. Donc, quand j'entends ce narratif à l'intérieur de moi, c'est un peu comme si une partie de mon équipe neuronale me dit des choses qui ne vont pas m'aider. Je dis, Jafar, ok, c'est bien beau ce que tu m'amènes comme information, mais ça ne me sert pas aujourd'hui, donc merci, au revoir. Et on passe à autre chose. C'est vraiment une manière de gérer la négativité, c'est ok, je te vois, but next, c'est quoi la prochaine? Ou bien supprime. Et en fait, on entraîne le focus d'aller vers autre chose quand la négativité est là. Pour des sportifs, il y a Tony Parker qui a utilisé cette approche dans les matchs de basket. Lui, au début de sa carrière, il n'arrivait pas à gérer la pensée. Tu sais, quand il rate les premiers coups, la pensée, tu vas pas y arriver, elle simplifie. Elle devient le chef dans la tête. Et donc, au début, il ratait, si jamais le match commence mal, il ratait la suite du match. Et plus tard, en discutant avec un autre basketballeur, on lui a dit, en fait, quand la pensée arrive, tu dis supprime.
Et dès qu'il a commencé à faire ça dans sa tête, bon, la personne, tu vas pas y aller, supprime. Et hop, il est de nouveau focus dans le match et il continue comme si c'était page blanche, comme si on a un level. Voilà. Donc, c'est des entraînements à faire à l'intérieur de nous. Ok. J'allais t'amener sur le sujet justement du focus et de la concentration. Comment est-ce qu'on peut la travailler? Qu'est-ce qui se passe? Là, si je te comprends bien, du coup, une partie du travail du focus, c'est supprimer la pensée parasite. C'est de pouvoir décaler, c'est de pouvoir décaler le focus. La pensée, elle peut rester là, mais on n'est pas émotionnel face à elle, on la prend pas pour de la monnaie contente. On peut aussi la travailler, il y a un super exercice que David Perrault décrit dans son livre, se mettre chaque jour à sortir le type de pensées négatives qui sont. Comme ça, on se familiarise avec le contenu que ça a, parce que pour chacun de nous, ça a un contenu différent. On le voit. Et après, on va se rendre compte que souvent, cette pensée négative, elle est exagérée, elle est généralisée, elle n'est pas factuelle. Et donc, on peut la traduire, donc on peut prendre le temps de la sortir et la traduire factuellement, elle correspond à quoi? Pour vraiment la reformater et la remettre à l'intérieur de nous de manière plus réelle, plus proche de la réalité. Tu as un exemple? C'est un peu abstrait là pour moi. Je sais pas, je peux me dire... Tiens, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, je me sens un peu fatigué, par exemple, c'est ma pensée négative. Okay. Je l'écrirai. Et c'est quoi, comment je la transforme? Bon, là, il est relativement proche du factuel. Donc, en fait, tu l'écris et tu te dis, OK, bon, elle est là. Je peux la rendre encore plus factuelle en me disant, j'ai dormi 3 heures et je sens que mes yeux picotent. Donc, je peux la rendre encore plus factuelle. Et tu vois, il n'y a pas d'émotionnel quand elle est comme ça. Une pensée négative, une vraie pensée négative de quelqu'un qui n'a pas travaillé sur soi, ça serait... j'ai mal dormi, ça va. Je suis nue, voilà, ma journée va être catastrophique, je vais pas y arriver. Donc, ce type de pensée, elle est généraliste et puis elle va influencer la réussite de la journée. On va faire des prophéties autoréalisatrices et au final, la journée, elle va mal se passer. Donc, c'est ce narratif qu'on va chercher à ramener vers la réalité et travailler avec vraiment des choses qui sont réelles au lieu de se mentir à soi-même. J'ai lu qu'on avait, je sais plus si c'est dans ton livre ou ailleurs, mais qu'on avait des dizaines de milliers de pensées par jour. Si on se met à analyser nos propres pensées, c'est un cercle sans fin. Enfin, on va devenir un peu fou, non? Ouais, voilà, c'est un nouveau métier. Qu'est-ce que tu fais? J'analyse ma pensée. J'analyse ma pensée, ouais. Non, je pense que c'est des éléments de travail, donc c'est des outils qu'on peut utiliser de temps en temps. Par exemple, faire l'exercice de la pensée. Je note ma pensée, c'est 10 minutes par jour sur une semaine, ça serait déjà, la compétence sera acquise. Le but étant d'automatiser le mécanisme. Donc, au début, on le conscientise. Donc, j'aide ma pensée à s'auto-analyser. Donc, c'est un peu de la métacognition que je développe. Je prends conscience de ce qui se passe dans ma tête et j'apprends à ma pensée de comment travailler cette matière. Okay. Une fois qu'elle a appris, boum, c'est automatique et ça se gère tout seul. Et puis plus on affronte, on se familiarise avec nos pensées, moins ça nous influence, tu vois, il y a moins cette dimension émotionnelle. On les voit, elles sont là, donc il n'y a pas à les travailler. On est juste observateur de ça et le focus, il est sur qu'est-ce que j'ai à faire, comment j'avance et on enlève si c'est un frein, on prend le temps de le travailler. Si ça ne l'est pas et que mon focus, il est stable sur ce que j'ai à faire et que j'ai le courage de passer à l'action, je ne travaille pas sur ça, je travaille sur autre chose. Ok. Est-ce que scientifiquement, il y a une définition de l'état de flow? Tu sais, les sportifs, ils en parlent beaucoup. Les performeurs, hein, de manière générale, je pense les artistes, les sportifs, les dirigeants aussi, les comédiens, la conférence, ça a dû t'arriver. Ces moments où on a l'impression que tout va bien, qu'on n'a pas de pensée parasite, qu'on est en train de dérouler, qu'on est dans notre zone de génie, qu'on se sent survoler tout ce qui nous arrive. Est-ce que scientifiquement, on a réussi à le voir, à l'observer? C'est ma première question. Et après, je te demanderai comment on peut le travailler, comment on peut rentrer dedans. Alors, j'avoue, sur cette question-là, je n'ai pas creusé suffisamment la littérature. Là, en t'écoutant et en réfléchissant avec ce que je connais, je dirais qu'à l'état de flow, c'est quand on arrive en quelque sorte à travailler entre la pensée consciente et la pensée inconsciente. C'est presque comme si les deux pouvaient collaborer à un moment donné, d'une manière fluide. C'est un peu cet état où tu commences à dire des choses, tu dis wow, je ne sais même pas comment je les trouve ces informations. On les puise quelque part dans notre inconscient. Donc soit c'est des apprentissages que j'ai eus avant, après, et d'un coup ça se connecte.
Et j'arrive à travailler avec cette puissance de l'inconscient qui est, comme on a dit au début, 1,2 million d'informations. Donc, j'arrive à avoir beaucoup plus d'informations qui passent. On peut le relier aussi aux explications de système 1, système 2, où on est, je pense, c'est un peu entre les deux systèmes. On arrive à utiliser le système 1, c'est rapidité, donc c'est l'inconscient, c'est tout ce qui est automatique et qui va vite à l'intérieur de nous. Système 2, c'est celui qui arrive à verbaliser des choses et à conscientiser, à les préciser. Je dirais que c'est cette capacité de se mettre vraiment dans cet état où je peux utiliser toutes les ressources à l'intérieur de moi. Et souvent, on dit que ça se produit, mais encore une fois, je n'ai pas assez creusé la littérature scientifique, mais ça se produit quand on se place au bon niveau de compétences et de défis. Donc, quand je suis à la limite, pas trop de défis, mais pile le niveau de défi qui correspond à ma compétence du moment, oui, ça crée cet état et un focus extrême aussi. Ouais, en préparant l'interview, j'avais retrouvé il y a un chercheur qui a un nom très long, un peu complexe. Je crois que c'est Nihal. Je crois que son prénom c'est Nihal et son. Je vais même pas m'aventurer d'essayer de t'aider. Je vois de qui tu parles. Et ouais, en tout cas dans les lectures que j'ai eues, on parle d'un espèce de 4% de difficulté par rapport à ce qu'on sait faire, quoi, et que c'est le bon niveau pour rentrer dedans, quoi. Oui. Et il y a un détachement aussi du résultat qui est important dans ce cas-là, parce que s'il y a trop de pression, je pense qu'on n'arrivera pas. C'est vraiment le côté où c'est un juste équilibre, hein. C'est vraiment un état optimal. Comment on peut se mettre dans un état optimal tu vois, avant, je sais pas, de monter sur un ring de boxe, avant de monter sur scène et tout? On parle beaucoup des rituels. C'est quelque chose qu'on analyse en neurosciences, tu vois, cette capacité à transformer le cerveau, transformer la conscience en quelques secondes. Alors, il y a beaucoup de rituels. Donc là, je pense que les gens, ils connaissent pas mal de choses qui peuvent aider. Je dirais, il y a des rituels qui peuvent aider la tête, c'est-à-dire la pensée qui peut s'inquiéter, avoir des pensées négatives pile avant qu'on sorte. Bon, là, typiquement, si on se met je sais pas, une vidéo de motivation ou un auditif, on écoute quelque chose, ou on se dit une phrase, on a notre phrase qu'on a ancrée de manière automatique. Et donc, du coup, dès qu'on l'a dit, il y a tout un tas de choses qui sont accrochées à cette phrase, donc qui s'activent dans nos émotions et dans notre biochimie. Donc, il y a ce travail au niveau du mental. Il y a le travail au niveau émotionnel. Je me mets dans un état émotionnel. Hein. Je pense à quelqu'un que j'aime ou je pense à une victoire. Et du coup, je crée l'énergie émotionnelle. Et puis, il y a le côté physique. Donc, je peux mettre le corps dans un état physique. Du coup, je sors de la tête. Je commence à, je sais pas, sursauter sur place, bouger le corps. Donc, je suis beaucoup plus dans mes sensations physiques. Du coup, la tête, elle a moins d'influence sur moi, est-ce que je pense. Donc, il y a déjà tous ces éléments-là. Moi, je rajouterais aussi 2 éléments peut-être. Je rajouterais la capacité d'être dans le moment présent. Je trouve que ça, c'est un outil incroyable. Alors, déjà, il faut savoir que notre tête, la moitié du temps, elle voyage, futur et passé. Donc, on n'est pas ici et maintenant. On cherche à se projeter de ce qui pourrait se passer. Donc, on angoisse du futur ou je sais pas, on est en train de penser à un souvenir du passé et puis ça nous déprime ici et maintenant. Revenir dans le moment présent, c'est presque purifier la pensée. Parce que dès qu'on est ici et maintenant, la pensée, elle n'a plus rien à prédire. Donc, le cerveau, il a juste à être focus dans ce que je vois, dans ce que je ressens. Et d'un coup, il n'y a pas la pression du résultat du futur. Il n'y a pas les pertes du passé. Donc, si j'ai perdu des matchs dans le passé, il y a juste ici et maintenant et je crée un nouveau moment qui est presque ça part d'une page blanche. Et plus on arrive à venir dans ici et maintenant, et j'utilise beaucoup les 5 sens pour faire ça. Des fois, je vais avoir un truc que je touche, des fois, je vais focaliser un truc que je vois. Dès que je suis ici et maintenant, j'augmente ma présence et donc la capacité de réussir et de créer à partir de zéro. Le deuxième élément que je rajouterais, c'est quelque chose que j'ai découvert moi-même récemment. On parle d'état d'esprit de jeu. Un état d'esprit de jeu, c'est un état d'esprit qui est très propice à la performance parce que apparemment, notre cerveau produit des opioïdes ou une toute petite dose d'opioïdes quand on est dans cet état d'esprit de jeu. Alors, l'état d'esprit de jeu, c'est quoi? C'est j'enlève la pression du résultat. En tout cas, je vais m'amuser parce que le résultat ne va pas me tuer, c'est pas un lien avec ma survie, c'est pas... J'enlève la pression du résultat et je suis focus, donc je m'amuse, je suis curieux de savoir ce qu'on va créer là tout de suite. Donc ça crée un état de curiosité, de créativité
qui, elles produisent de la dopamine. De l'autre côté, on a des opioïdes. Et dans cet état d'esprit où, tiens, on verra ce qui se passe. Dans cet état d'esprit, on est beaucoup plus apte à performer de haut niveau que quand on est en mode classique de la performance. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Ouais, donc oublier les résultats et se mettre dans le plaisir de la pratique et de se challenger soi. Ça nous ramène à vivre le process comme lui-même en soi, un jeu intéressant. Et dès qu'on trouve ça intéressant, dès qu'on est dans le côté stimulant, déjà on est plus relaxé, il y a pas nos limites agissent moins. Et puis cet état d'esprit de curiosité, il y a moins la perception de danger en fait. On voit pas le danger, on voit une nouveauté, quelque chose qu'on a envie d'explorer, donc ça crée de l'envie et pas de la peur. Donc on triche un petit peu avec ces équilibres. On peut pas être dans la peur et la curiosité à la fois. Donc c'est une manière de neutraliser la peur, d'être dans le côté. Tiens, on verra ce qui se passe. Je suis curieux de savoir ce qui se passe. Donc la peur est l'inhibiteur de la curiosité. Voilà, les deux. Donc les gens très anxieux sont pas très curieux. C'est un choix à faire de la pensée. Si la pensée choisit de voir le contexte comme un danger, donc elle va rentrer dans la peur. Donc c'est une menace, j'ai peur. Mais si je suis en train d'observer le nouveau contexte, je sais pas, je suis dans une réunion de travail, j'ai une présentation à faire, et je décide de voir ce contexte de manière curieuse. Tiens, je suis curieux de savoir ce que les autres vont me dire. Je suis curieux de savoir comment je vais présenter ça. Et ça ouvre des portes de créativité à l'intérieur de nous, ça stimule le cortex préfrontal. Et donc, on a beaucoup plus de scénarios à explorer, des comportements qu'on n'a jamais fait qui deviennent possibles. C'est un peu ce qu'on fait, si tu veux, en coaching, en préparation mentale. On va mettre la personne dans le contexte sans qu'il y ait autant d'enjeux que dans la compétition ou dans la finalité du contexte. Et on va lui proposer d'imaginer différents scénarios, ce qui crée cet état de créativité, on crée des nouveaux comportements. Mais voilà, la condition, c'est d'enlever le poids de l'enjeu et d'être focus sur ce qu'il y a à faire là tout de suite. Donc, on est curieux de savoir, mais tiens, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui me prépare la vie lors de cet entretien? Qu'est-ce qu'on va créer ensemble? Ok. T'as une astuce pour oublier le poids de l'enjeu, d'ailleurs? Parce que c'est un truc, ça a l'air tellement facile à dire. Enfin, c'est tellement facile à dire. Et dans la réalité, je trouve que c'est quand même beaucoup plus complexe. On projette toujours, on a toujours des peurs. Moi, j'aime beaucoup me dire, quelle est la pire chose qui puisse m'arriver et quelle est la pire conséquence si jamais je réussis pas. C'est un truc qui m'aide beaucoup. Mais je suis quand même très drivé par les objectifs. T'as des astuces pour ça? Ce que tu fais déjà est très bien parce que ça permet de lâcher prise. Donc, si je suis prête à vivre le pire scénario, ça lâche la projection du pire scénario. Mais la peur du résultat, ça vient vraiment de cette projection dans le futur. Et revenir dans le moment présent, ici et maintenant, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Le sportif qui se focalise ici et maintenant, je sais pas, je regarde mes baskets au moment du démarrage du signal. Ou bien moi, des fois, je rentre dans la salle de conférence et je vais regarder un ou deux visages. Et donc, ça me ramène à ici et maintenant. Ou je vais amener à converser avec quelqu'un. Ça, je triche un peu avec ma pensée qui, si elle commence à me projeter dans le futur, oh là là, mais est-ce que tu vas réussir à dire la première phrase? Dès que j'entends cette pensée, je sais pas, je vais ouvrir une conversation. Donc, je vais me ramener moi-même à ici et maintenant. Voilà, pour moi, c'est vraiment les choses qui marchent. C'est ici et maintenant, le présent. Est-ce que la méditation, c'est un bon exercice pour muscler cette capacité à revenir ici et maintenant? Oui. La méditation, c'est un vrai entraînement cognitif. Alors, je suis contente que de plus en plus on le pratique parce qu'avant, c'était vu comme un truc de gourou spirituel. Alors que dans la dimension cognitive, la méditation, c'est juste une balade de focus. Je ramène le focus là où je veux qu'il soit. Donc, si c'est le cœur, si c'est les respirations, le point que j'ai choisi à méditer. Et puis, dès qu'il s'éloigne, je me rends compte déjà que je suis distraite. Donc, ça, c'est vraiment un entraînement du focus, de réaliser quand est-ce que je suis distraite, quand est-ce que ma pensée est dans le futur ou dans le passé. Et je le ramène à ici et maintenant. Et ça, pour la plupart des gens, ils ne sont pas conscients quand la pensée part. Et donc, ils ne peuvent pas la ramener s'ils ne sont pas conscients. Et la méditation, c'est cet entraînement constamment de revenir. C'est pas les gens qui se torturent en disant je sais pas méditer, je suis trop dans mes pensées. Ça marche pas. Beaucoup de gens qui disent ça marche pas, mais non, mais ça peut pas marcher, c'est un exercice. C'est ça. C'est comme si disais je vais marcher, mais ça ne marche pas. C'est exactement ça. Et comme de base la pensée se distrait, ils juste réalisent que leur pensée de base est distraite. La première méditation, c'est souvent ça. On se rend compte que en fait, j'essaye de l'amener là où je veux qu'elle soit, mais elle me suit pas. Et cette capacité de convaincre sa pensée, d'aller voir qu'elle est plus là et de la ramener,
qui fait qu'on devient très fort en focus. Et très conscient aussi de notre monde intérieur, ce qui n'est pas le cas tout le temps. La personne qui n'a pas fait de la préparation mentale et émotionnelle avant la compétition, elle ne se rend pas compte de tout ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. Moi-même, je l'étais à l'époque, tu me fais penser à les années, j'avais 15-16 ans. J'ai toujours foiré mes compétitions, mais vraiment, là, c'était l'époque où je connaissais rien de mon cerveau. Je m'entraînais, mais fort, et puis j'avais l'impression quand même que mes muscles marchaient bien, il y avait des choses que je faisais bien. Le jour de la compétition, il y aura toujours un gros bug quelque part. Et à chaque fois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et en fait, quand on ne sait pas observer le monde intérieur et qu'on est que sur les éléments de performance, les éléments techniques, ça suffit pas. Les éléments techniques, c'est que le corps. Oui, il faut l'entraîner. On peut pas être sportif que dans la visualisation. Il faut vraiment entraîner le corps. Mais si on connaît pas la pensée et qu'on ne sait pas à quel moment elle nous joue des tours, à quel moment elle commence à paniquer ou des éléments comme ça, on se fait avoir et on subit notre pensée au final. Ok. Donc finalement, un peu, si je comprends bien, la neuroexcellence, c'est sa capacité à voyager dans son monde intérieur et écouter ses émotions et à chaque fois à s'en détacher, en fait, les laisser pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire uniquement des émotions et donc pas la vérité. C'est cette capacité-là à les regarder, les écouter, ne plus les écouter et mettre le focus un peu dessus, c'est ça? Dans l'idéal, comme tu dis, en fait, si on arrive vraiment à se détacher de tout, dans l'idéal, on devient des êtres sans limites, parce que nos limites viennent de notre histoire personnelle. Si tu veux, les programmations dans la pensée, de ce qu'on se raconte qui est valable pour nous, ou bien la sensation qu'on vit, ça vient de ce qu'on a vécu dans l'enfance ou dans notre vécu, qui a programmé la pensée, qui a programmé les émotions. Si j'arrive vraiment à chaque fois, je les observe un peu comme un méditant, j'observe et je lâche. Bon, c'est là et c'est OK. J'observe la sensation émotionnelle, elle est là et c'est OK. Et je l'accueille. Ça, c'est des méthodes vraiment de gestion émotionnelle. Bienvenue la panique, comment vas-tu aujourd'hui? On est ensemble, c'est OK. Et dans cette gestion de soi, si on arrive, dans l'absolu, si on arrive à tout détacher, on devient des êtres qui n'ont plus, notre histoire ne nous définit plus. Donc on devient quelqu'un qui à tout instant peut se réinventer et créer quelque chose d'incroyable. Et on sort de cette zone de définition qui est faite par notre histoire. Donc dans l'absolu, l'idéal, ça serait d'être en capacité de détachement total. J'observe, je vois et je me détache. Mais pas j'ignore, tu vois, parce que quand on est dans j'ignore, souvent je bloque, j'essaye de cacher, donc ça marche pas. Ouais, donc laisser les pensées venir, mais d'apprendre à revenir constamment dans l'instant présent. Il y a une très belle interview de Novak Djokovic, le joueur de tennis, qui en parle. Je sais pas si tu as vu ce passage-là, mais en gros, il dit on est des humains, on peut pas s'empêcher de penser. Je pense énormément, je suis comme tout le monde. Tout le monde pense que je suis très concentré. Non, en fait, je pense autant. Mais par contre, j'ai développé le muscle pour revenir le plus vite possible. Ouais. Et du coup, en fait, je passe des heures sur le cours de tennis à faire back and forth, back and forth, back and forth. Et je trouve que c'est très, très parlant de cette espèce ça semble presque être un combat mental, en fait, de revenir un peu dans l'instant. Moi, j'aime beaucoup l'idée que la vraie victoire, c'est la victoire sur soi. Et c'est exactement ça, c'est de voir ce monde intérieur, ne pas avoir peur, parce que c'est assez paradoxal ce qui vit à l'intérieur de nous. C'est les lois de la nature qu'on voit à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, c'est des forces opposées qui se battent constamment, négativité, positivité qui apparaît constamment, et c'est notre capacité d'être capitaine de bord et de ramener à l'équilibre et à chaque fois d'amener les ressources là où on veut qu'elles soient. C'est le vrai combat à gagner. Ok. J'étais obligé d'en parler un moment avec toi. Il y a quand même quelque chose qui modifie notre état de conscience. Et on connaît de plus en plus de produits qui modifient notre état de conscience et qui nous rendent plus forcément cette capacité à être dans l'instant présent et à être conscient de nos pensées. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait j'aimerais commencer par la Ritaline, parce que c'est quand même assez puissant, ce truc. Alors pour les gens qui ne savent pas, c'est un médicament qu'on prescrit aux gens qui ont des troubles de l'attention, généralement. Donc c'est très répandu aux États-Unis. Il y a de plus en plus de start-upers, dirigeants américains aussi qui le prennent en microdosing et là-bas, c'est très, très populaire. Donc, ça fait... et moi, j'ai été diagnostiqué d'un trouble de l'attention. Je m'en suis fait prescrire. Et la première fois... Enfin, les premières fois, j'en ai pas pris beaucoup, mais les premières fois, c'est extrêmement puissant.
j'avais l'impression de pouvoir travailler pendant des heures et j'avais plus aucune pensée parasite. Et donc là, toutes les tâches qui me semblaient difficiles, comme faire ma comptabilité ou faire un fichier Excel complexe, c'était facile. Qu'est-ce que ça fait la Ritaline concrètement à notre cerveau? Ah, la Ritaline, moi aussi j'ai eu cette réflexion. Toi aussi tu en as pris, ouais. Alors moi c'était dans le cadre d'une étude qui cherchait à étudier la motivation chez l'adulte. Et moi je me suis dit, waouh, si on a quelque chose qui aide à nous motiver comme ça facilement, ça serait chouette. Donc l'idée était vraiment de trouver quelque chose qui aide les gens avant un examen ou avant une épreuve d'avoir un boost d'énergie. Et donc nous on est 3 dans l'étude, on ne sait pas si c'est placebo ou la Ritaline qu'on va recevoir. Moi, je connaissais rien. À ce moment-là, je n'avais connu aucune drogue. C'était la première que je prenais. Tu avais déjà entendu parler ou pas des effets potentiels? Je connaissais... Non, j'avais pas... J'étais arrivée à vraiment naïf. C'est vraiment neutre et naïf. Moi, avant d'en prendre, j'ai passé des heures à regarder les effets secondaires et tout, quoi. Okay. Moi, j'ai juste vu qu'elle était prescrite et que chez les enfants, on la prescrivait à une dose 30 fois plus élevée que nous, ce qu'on nous donnait dans l'étude. Je me suis dit, ça devrait être OK. Donc, je regardais plutôt le côté sécurité. Et donc, je prends mon cachet, on était 3, et les 2 autres personnes prennent la tablette aussi. Et au bout de 5 minutes, il y a un des participants qui me regarde et dit « Je crois que tu l'as eu. » Ok. Moi, là, je me dis j'en sais rien, je sais pas, on verra. Et on se met à parler. Alors, apparemment, le 3e, il a eu le placebo. Parce que d'un coup, la conversion a démarré entre nous 2. Et d'un coup, je me retrouve à parler des sujets que d'habitude, j'aime pas parler. La politique, c'est pas mon sujet. Je me sens pas compétente d'en parler. Et là, d'un coup, une forme de laser focus. J'avais l'impression que dès que je mets les yeux sur l'autre personne, ça bouge pas. Tu vois, c'est vraiment bam. Et dès que le focus, il est comme ça, d'un coup, t'as plein d'informations que tu peux utiliser différemment. C'est presque comme si ce niveau de focus te permet d'accéder à ton inconscient. Exactement. Et d'utiliser tout ce qui est déjà disponible à l'intérieur de toi. Et c'était génial. Et donc j'ai compris que j'avais la drogue. Et après, on me met à faire un exercice sur l'ordinateur. Et d'un coup, pareil, c'est cette sensation d'être super performant. Et donc, je me dis, c'est génial. Je me suis dit, si ça marche, c'est génial. Mais après, la deuxième réflexion, c'était, en fait, c'est pas un état que je ne connais pas. C'est un état qu'on vit tous. On le vit à des moments de nos vies, par exemple, quand il y a une grande réussite ou quand on passe un examen, quand on est félicité. On vit cet état, mais il ne dure pas longtemps et surtout, il dépend de l'extérieur. On ne sait pas le créer la plupart du temps de nous-mêmes. Il nous faut une réussite ou quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, on finit l'étude. Moi, pendant 2 jours, motivation moins 200%. Je traîne de pied. J'arrive plus à aller au travail. Bon, j'y vais au travail, j'ai pas envie de travailler. Et là, je me suis dit, en fait, non, je peux pas. La biochimie, c'est bien. Tu vois, quand on a une molécule comme ça qui change la biochimie, c'est très bien. Mais ce qu'il faut vraiment qu'on apprenne à faire, c'est de créer cet état par nous-mêmes. Tu vois, d'arriver à y accéder à cet état vraiment par nous-mêmes. Et en fait, c'est un état de focus extrême qui peut aussi, qu'on peut apprendre à recréer dans nos têtes de manière imaginaire, parce que dès qu'on se met à penser à des souvenirs forts de notre pensée et qu'on cultive cette capacité d'y aller, on commence déjà à produire cette dopamine qui est produite grâce à la Ritaline. Et donc, rien que de s'entraîner à aller chercher ce répertoire de souvenirs qui nous aide à être super boosté, ça nous permet de devenir autonome dans notre production de dopamine. Et aussi en faisant cette quête de souvenirs, alors au début, ça ne crée pas l'effet Ritaline, au contraire, ça demande un effet cognitif énorme. Et puis, comme le focus, il n'est pas très fort, on pense un petit peu à notre souvenir, mais il échappe. Tu vois, on a l'image mentale, puis ça échappe, et puis on se dit, le cortex préfrontal qui nous dit non, mais c'est un souvenir, tu sais, n'y va pas trop. Et donc, il faut apprendre à lâcher le cortex préfrontal, aller vivre le souvenir en mode comme si j'avais un casque 3D. Je vis mon souvenir en mode ouais, c'est chouette, c'est le vivre à fond et récupérer le maximum de dopamine là-dedans et continuer à cultiver cette sensation dans le corps. Donc, vraiment, la sensation d'énergie dans le corps. En fait, c'est une autonomie dans la production de l'énergie. Pour moi, ça, la Ritaline m'a appris beaucoup sur ça, de me dire, en fait, arrête de compter sur ce qui se passe dans ton contexte. Ton énergie doit être là avant que tu démarres ce que tu vas faire. Que ça soit un rendez-vous amoureux, parce que des fois, je accompagne des gens à trouver un partenaire. Je dis, t'étais dans quelle énergie avant d'arriver à ton rendez-vous? Ouais, en fait, la personne ne m'a pas trop inspirée. Non, peu importe si elle t'inspire ou pas, tu y vas avec l'énergie à fond. Tu crées les conditions optimales pour que toi, tu fasses de ton mieux et que l'autre, comme on se transmet de l'énergie, l'autre aussi, il puisse rentrer dans cet état-là. Pareil, avant une présentation sur scène,
est-ce que je suis dans la bonne énergie? Est-ce que j'ai créé de l'énergie pour moi, pour mon cerveau? Et dans l'optimal, plus on s'entraîne, plus notre focus devient fort. C'est un peu comme ce que tu disais avec Djokovic, qui est capable de ramener le focus sur là où ça fait du bien. Il va échapper, hein. On va pas se mentir à soi. Le focus, il va jamais être à 100% comme sous Ritaline, parce que c'est un effort à faire. Mais par contre, si ce muscle du focus à l'intérieur de nous est très renforcé et que à chaque fois, pam, 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 d'un coup, là, je vais rejoindre ta question sur le flow. D'un coup, on arrive à rentrer dans cet état de flow où méga focus et j'utilise tout mon inconscient à mon service. C'est ce que je vis très souvent dans les sessions de coaching. Je suis tellement focus sur la personne et je pars du principe que j'ai aucune idée de ce qu'on va produire, donc j'ai pas l'influence de mes projections moi-même. Tellement focus sur la personne et je capte tout ce qu'elle me dit qu'à un moment donné, je me rends compte que je suis plus moi-même. Biliana, elle est plus là. Je suis juste un focus énorme avec toute la connaissance que j'ai pour qu'on puisse trouver quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et donc, ça fait rentrer dans l'état de flow. C'est un Ritaline. Donc, l'idée, ton astuce que tu recommandes, en fait, c'est d'aller chercher un souvenir, d'avoir en fait une espèce de boîte à souvenirs très positif. Et avant quelque chose qui va être douloureux ou avant une tâche qui va être un peu compliquée, challengeante, qui nous manque de motivation, d'aller piocher dans ce souvenir, d'y penser combien de temps? 20 secondes, 30 secondes, 1 minute, et de se le remémorer le plus pour générer de l'énergie et ensuite commencer sa tâche en essayant d'entretenir cette énergie-là. Exactement. On part de la pensée et pareil, vous n'allez pas produire les mêmes résultats au début qu'au bout de quelques temps d'entraînement à faire ça. On part du focus, on amène le focus sur un souvenir qui crée cette dopamine, un souvenir, je sais pas, la naissance de mes enfants ou quand j'ai obtenu une médaille. Et je pars dans ce souvenir-là, je le fais comme une visualisation totale, je crée l'énergie, je crée la biochimie du corps. Et en ayant cette énergie, on se rend compte que si j'ai une tâche à faire que d'habitude va me prendre 3 heures, là, je vais pouvoir la faire en 15 minutes parce que je suis plus créatif, je suis plus focus, je sais où on va et tac, 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 la chose, elle est réalisée. Donc, c'est vraiment un état de... Je fais en sorte pour que mon énergie soit condensée, que je sois plus efficace à faire la même chose de meilleure manière à moins de temps. Ok, hyper intéressant. Ça me fait rebondir, d'ailleurs, je recommande... Enfin, moi, j'ai un outil que je trouve vraiment fantastique. Un peu, on parlait des souvenirs positifs aussi tout à l'heure. C'est que à la fin de chaque année, je me fais un album photo que je l'appelle plaisir et fierté de l'année, tu vois. Et j'imprime, et du coup, je vais sur mon téléphone et je mets toutes les photos qui me rappellent ces moments un peu cool. Je les mets dans cet album, j'imprime tout. Je me suis mis un grand mur comme ça. Et je me dis, ça peut être intéressant là d'avoir... Parce que je connaissais... J'avais effectivement cette astuce, mais j'ai encore jamais utilisé. D'avoir l'album directement accessible sur mon téléphone. Et dès que j'ai un truc un peu dur, dès que j'ai ma compta, l'ouvrir et puis tiens, ce souvenir-là. Et d'essayer de me le remémorer et ensuite de me plonger dans la tâche. Super, oui. Se laisser s'imprégner. Et oublie pas, l'identité, c'est ce qu'on se souvient du passé. Ce que tu fais est génial parce que tu sélectionnes le passé qui est favorable à la réussite. Et du coup, l'identité change. Rien qu'en faisant ça, avec ce type d'outils, on change notre identité, notre perception de nous-mêmes. Et donc, ça augmente les potentialités. Ok. Tu penses qu'on devrait donner de la Ritaline aux enfants? Ah, waouh, quelle question. Alors, je ne sais pas répondre à cette question. Je vais te dire ce qui me vient comme ça. Moi, je suis d'origine bulgare et en Bulgarie, même aujourd'hui, on commence à parler de TDAH. Mais à l'époque où moi j'étais enfant, on parlait pas du tout de ça, c'était pas diagnostiqué, donc on était TDAH ou pas, chacun devait apprendre à gérer ça. Pour moi, je pars tout ce que j'ai testé en chimique dans les études, je pars du principe que je le teste pour savoir ce que mon cerveau est capable de dire, pour donner la foi à mon cerveau que regarde, tu peux faire ça. Et ensuite, je vais chercher toutes les approches cognitives qui me permettent de produire ça sans la biochimie. Je veux pas être dépendant de quoi que ce soit, parce qu'imagine demain, il n'y a plus de Ritaline ou, je sais pas, il reste quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis dans la démarche, ok, on identifie cette étape parce que je pense qu'il y a vraiment des choses quand les enfants de ce type ont besoin d'apprendre à maîtriser chez eux. Et on fait des accompagnements où on guide l'enfant à générer cette capacité par lui-même. Et très souvent, les gens qui constatent ça, parce que déjà, de manière générale, notre focus, en moyenne, il n'est pas fort. 47% du temps qui se balade, le cerveau qui se balade, c'est pas un bon focus. Chez les enfants qui sont TDAH, la distraction, elle va plus vite.
Mais dès qu'on réalise qu'il y a quelque chose à travailler et qu'on se met à le travailler, notre cerveau peut devenir expert là-dedans. Donc, je crois profondément qu'un enfant qui est bien guidé là-dedans, il peut développer le muscle du focus bien au-delà de la personne moyenne de la population. Okay. Donc, ça peut devenir un avantage de diagnostiquer, de s'entraîner, de le faire. La Ritaline, le problème, c'est que ça crée de la dépendance. Moi-même, juste une petite dose, 2 jours de démotivation après, je me suis dit, mais c'est horrible, ça se paye. Et c'est très difficile de décrocher de ce type d'état parce que c'est tellement facile de compter sur une molécule qui est donnée. J'ai fait aucun effort, la molécule m'est donnée et je fais ça. Donc, je sais pas vraiment répondre parce que j'ai pas vécu. Alors, je sais pas. À un moment donné, j'ai eu le doute d'avoir eu une pensée comme ça, mais comme j'ai jamais été diagnostiquée, je peux pas le dire. Donc, comme je l'ai jamais vécu et je vois pas la détresse que ça crée. Donc, je sais c'est pas. Un sujet très complexe. Il y a le sujet des parents. Ouais, exactement. Tu vois, il y a tellement de parents qui sont désemparés et qui te disent, ouais, j'ai un enfant qui saute partout, qui est hyper bavard, qui casse plein de trucs, qui a de l'énergie à l'infini. Et là, je lui donne il est incapable de faire ses devoirs. Et là, je lui donne un comprimé tous les jours. Il est plus calme. Le soir, il se pose dans son lit, il lit. Il est un peu moins bavard. Enfin, pour beaucoup de parents, ça soulage, quoi. Ouais. Moi, j'ai clairement mon fils qui a des troubles de l'attention. Je pense que les chiens ne font pas des chats, quoi. Et d'hyperactivité. Et je suis preneur, en tout cas, d'outils pour essayer de lui apprendre et tout. Et un des trucs qui m'a fait me convaincre qu'il a quand même une capacité de concentration très élevée, c'est que je l'ai mis au Lego ou aux échecs, par exemple. Et en fait, je lui donne des Lego complexes, mais pendant des heures, j'ai pas un bruit. J'ai un enfant qui est assis, qui est dans son truc, qui construit, qu'on me dise pas qu'il a des troubles de l'attention, en fait. C'est juste son attention et qu'il doit apprendre à la maîtriser et à la mettre sur les choses qui l'intéressent. Les échecs, c'est pareil, quoi. Il est capable de travailler. Après, il faut quand même les faire sortir, les enfants. Mais la question, elle est complexe parce que il y a aussi alors si tu sens que l'enfant il a besoin d'augmenter son focus, déjà la première chose c'est le problème, un des problèmes c'est l'étiquette. Ok, on diagnostique, mais dès qu'on place l'étiquette, qu'est-ce qu'on fait avec l'étiquette dessus? L'enfant commence à se sentir moins bien que les autres. Donc la première dimension, c'est émotionnellement parlant, comment il vit son état. Est-ce qu'il en est conscient? Est-ce qu'il est conscient de ce que ça lui coûte? Ce qui le différencie des autres? Et comment il vit cette différence? On est tous différents. Tu vois, moi, c'était la timidité. J'étais différente. Je n'avais pas un handicap médical, mais j'étais quand même différente. Donc, pour moi, c'est toute la gestion de notre complexité humaine, c'est d'aller chercher qu'est-ce qui, moi, me rend différent des autres. Est-ce que je l'ai accueilli à l'intérieur de moi? Est-ce que je l'ai embrassé, ce truc qui me différencie? Et est-ce que je sais le maîtriser? On a juste besoin d'apprendre à se maîtriser, chacun à notre niveau. Si c'est l'attention, j'apprends à focaliser là-dessus. Il faut quand même sensibiliser l'enfant pour qu'il se rende compte, pour que ça soit volontaire, tu vois, une volonté de lui et pas quelque chose d'imposé, qu'on lui permette de voir comment ça fonctionne et qu'il s'approprie son muscle à lui, tu vois, qu'il commence à l'entraîner son muscle à lui et qu'il fasse les efforts. Mais ce que tu dis est génial, je trouve que ça marche avec chacun de nous. Dès qu'on est sur quelque chose qu'on aime, qui nous intéresse, d'un coup, on n'a pas de problème de focus. Mais j'en suis assez convaincu, ouais. Dans le monde du sport, on parle beaucoup de produits dopants qui vont venir aider les capacités plutôt physiques. Le PO qui va développer le nombre de globules rouges et donc tes capacités cardio-respiratoires, ou la prise d'hormones de croissance ou de testostérone pour accélérer la reconstruction d'un muscle. Beaucoup de ces produits dopants sont essentiellement des produits qui sont liés à la récupération, tu vois, qui vont te permettre de t'entraîner plus, de récupérer beaucoup plus vite et du coup d'absorber le mécanisme, ce qu'on appelle de surcompensation du corps, c'est-à-dire tu lui mets un stress qui est ici et du coup le corps va créer une capacité à répondre à un stress comme ça. Tu vois, c'est ça qui nous fait progresser en sport. Un stress au niveau 5 et le corps il se prépare à avoir un nouveau stress, donc il anticipe au niveau 6 et tu progresses un peu comme ça. Et juste avant une compétition, tu fais plus rien pour recharger, assimiler tout. Comme ça, tu as plein d'énergie, plus le niveau de stress, tu vois. Et j'encourage pas, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus que le dopage cognitif n'a pas du tout été exploré dans le monde du sport.
Est-ce que aux États-Unis, bon, en tout cas, c'est prouvé, le dopage cognitif, ils en prennent beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres produits qui permettent un peu de stimuler la concentration, un peu comme la Ritaline? Et est-ce que ou est-ce qu'on peut le considérer comme un produit dopant cognitivement parlant, selon toi? Parce que moi, en tout cas, j'avais l'impression d'être super concentré, d'être un peu un super humain, quoi. La Ritaline dans le sport, tu veux dire? Ça, je sais pas si pourquoi ça a été pas, testé. tu vois, pourquoi pas. Il n'y a pas de cas encore. Mais je pense que ça arrivera sur certains sports. Peut-être que sur un sport en endurance... Alors, la Ritaline, pour les gens qui sont un peu moins au fait, c'est quand même un dérivé des amphétamines, il me semble. Derrière tout ça, c'est la dopamine qui est augmentée. Donc, c'est ça qui fait l'effet focus. Il n'y a pas un stimulant qui est un produit dérivé des amphétamines? Alors là, j'ai pas assez de connaissances. Moi, récemment, je suis tombée sur... Et c'était un peu par erreur. Je voulais, pour mes entraînements dans la salle de sport, je voulais acheter L-carnitine qui mobilise les acides gras. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé quand je cherchais mon truc. Je me suis trompée et j'ai commandé de la créatine. Ok. Ce qui, d'habitude, bon, des fois, la plupart du temps, les femmes, elles s'imaginent pas prendre de la créatine. Et en fait, en prenant la créatine, je pensais que c'était la L-carnitine. Et à un moment donné, je me dis, c'est marrant, je me sens différente. Déjà, quand au-delà de la force physique que ça a développé, pendant les moments où je travaillais sur l'ordinateur, je me suis dit, il y a quelque chose de plus frais dans ma tête. Et je sais pas combien de temps ça a mis avant que je me rende compte que c'était pas la bonne molécule que je prenais. Et c'est là où j'ai commencé à creuser la question sur la créatine. Et apparemment, il y a des études. Voilà, il y a des études qui montrent que ça augmente la cognition. Pour certaines, plus ou moins, tu vois, c'est pas quelque chose de stable et c'est pas comme la Ritaline, il n'y a pas un effet aussi drastique. Mais la créatine, ça peut être un élément qui nous aide, donc à tester. Sinon, ouais, tout ce qui est les compléments alimentaires, il n'y a pas vraiment beaucoup de preuves. C'est surtout quand il y a une carence que ça augmente. Sinon, ça maintient le niveau. Donc, sinon, ça permet d'avoir tous les ingrédients qu'il nous faut pour composer le cerveau. Donc, s'assurer qu'on ne tombe pas dans des carences. Mais vraiment, l'effet, on le voit s'il y a une carence et qu'on commence à prendre des éléments comme ça nous aide à monter. Mais je ne m'y connais pas assez en molécules là-dedans parce que, comme je te dis, ma quête a toujours été de me dire, on a un potentiel à l'intérieur de moi. Moi, là où je suis curieuse, c'est d'apprendre davantage de m'approprier ce monde intérieur, pas chercher à faciliter la tâche, parce que si je la facilite, après, on ne pourra pas récupérer le coup. Marche arrière est très difficile. Mais les 2 fois où j'ai testé des molécules, c'était à chaque fois dans cet état de curiosité de me dire, il est où le potentiel max de cet état et comment je peux le recréer au-delà de ça. Ok. Il nous reste 20 minutes, après je vais devoir rendre le studio. Il y a 2 sujets que j'ai envie de faire avec toi. Il y a un sujet qui a été... sur les 2 sujets, tu m'as particulièrement challengé, et en tout cas tu m'as beaucoup appris de choses dans ton livre. C'est le sujet de la mémoire et le sujet du pardon. On commence par la mémoire si tu veux. Okay. Comment... qu'est-ce qui peut bloquer notre mémoire? Qu'est-ce qui fait qu'on peut se dire, moi j'ai toujours cru que j'avais une mauvaise mémoire. Tu vois, je me suis toujours dit que j'avais une mauvaise mémoire. En lisant, j'ai compris, ah non, en fait, j'ai peut-être une mémoire un peu lente, qui met peut-être un peu plus de temps. Je suis en train de travailler dessus, mais qu'est-ce qui peut bloquer une mémoire? Moi, j'avais une cliente comme ça qui est venue, mais vraiment, elle m'a dit, j'ai besoin de travailler la mémoire avec toi. Et moi, je me questionnais ce qu'elle voulait dire exactement par ça. Et au final, on s'est retrouvés sur un sujet qui était le vrai sujet. C'est que quand elle était petite, elle a conclu que sa mémoire n'était pas bonne. Et à partir de là, c'est cette croyance qu'elle se répète, mais je suis pas bonne, je mémorise pas bien, qui fait que du coup le cerveau s'aligne sur la commande. La commande c'est bon, mais je mémorise pas assez ou pas bien. Et donc c'est une croyance limitante qui était derrière la capacité de mémorisation. Parce que alors notre système éducatif il est fait beaucoup sur la mémorisation. Moi j'espère que les choses vont changer parce que pour moi le plus important c'est d'apprendre à utiliser l'information plutôt que de la retenir, mais plutôt de l'utiliser pour créer une réflexion, s'approprier l'information. Mais l'école, moi, quand je l'ai vécu, c'était à chaque fois un paragraphe retenu par cœur, tu le reproduis, tu as une bonne note, tu le reproduis pas, c'est pas bon. Et moi-même, j'ai beaucoup souffert, même si j'ai un doctorat en sciences, il y a très souvent, moi, je questionnais, est-ce que vraiment je retiens les choses? Parce que en tant qu'être humain, on n'est pas fort en mémoire. La mémoire vive, elle est 5 informations plus ou moins 2. Donc, on va pas très loin. Les gens qui deviennent forts en mémoire, c'est les gens qui apprennent à utiliser la mémoire, comment on appelait ça?
mémoire vive et c'est un peu le disque dur qui enregistre et la mémoire de... Mémoire vive et mémoire... Ouais, sur un disque dur, tu veux dire? Tu vois, on parle de mémoire, j'oublie. En fait, il y a une vraie métaphore qui compare la mémoire humaine avec le RAM de l'ordinateur et le disque dur. Et c'est la capacité de sauvegarder des informations et aller les récupérer dans le disque dur. Je ne sais plus comment on a appelé cette partie de nom, mémoire. Ah, voilà, mémoire vive et mémoire à long terme. Et en fait, les personnes qui arrivent à mémoriser, c'est les personnes qui arrivent à faire le lien entre les deux. C'est comment je vais piocher les informations. Déjà, comment je vais les passer de la mémoire vive à la mémoire à long terme, comment je vais les accrocher les unes aux autres, les organiser. Un peu, si tu peux imaginer ta bibliothèque interne, est-ce que je les organise suffisamment bien pour que je suis capable ensuite d'aller les récupérer? Donc, dans la mémorisation, les deux éléments les plus importants, c'est comment je vais encoder cette information et est-ce que je suis capable de la récupérer. Et les vraies stratégies, c'est dans cette récupération de l'information. C'est pas dans le fait de mémoriser. Il faut pas chercher comme ça. Si on n'a aucune stratégie de mémorisation et qu'on fait les stratégies classiques qu'on utilise souvent à l'école, tu vois, on souligne ou on fait avec le marqueur, ça c'est pas efficace. Donc et on ça répète, suffit et on pas. Répète. Et après, on répète et après on se rend compte qu'on n'arrive pas à récupérer l'information. Donc les gens qui sont bons en mémoire, ce sont déjà des gens qui ont compris que notre mémoire, elle n'est pas forte et ils se sont dit, il faut que je la travaille. Et ça, si on a été traumatisé à l'école et qu'on s'est dit, moi, je ne suis pas fort en mémoire, donc c'est moi, tu vois, mon identité est quelqu'un qui ne sait pas mémoriser, à partir de là, on se bloque dans l'apprentissage de stratégies. Et les stratégies de mémorisation, c'est les stratégies de comment je vais accrocher ce que je suis en train de mémoriser, comment je peux l'accrocher à quelque chose d'assez frais dans ma mémoire à long terme. Idéalement quelque chose d'émotionnel, quelque chose qui m'a plu. Ah tiens, j'accroche la nouvelle information sur ça. Et ensuite, est-ce que j'arrive à me souvenir le point d'accroche pour que j'aille récupérer cette information-là? C'est un peu comme je pars à la pêche. Est-ce que je me souviens le point d'accroche? Donc ce souvenir émotionnel sur lequel j'ai accroché la nouvelle information, est-ce que j'arrive à le récupérer? Et c'est là-dedans on a besoin de s'entraîner si on veut vraiment travailler là-dessus. Mais moi, je trouve que la bonne chose à faire, premièrement, de se déculpabiliser sur le fait ma mémoire n'est pas bonne. Oui, je suis un être humain et de manière générale, notre mémoire n'est pas bonne. Et malheureusement, de manière générale, on n'a pas les bons outils à l'école pour optimiser le processus de mémorisation. Donc, c'est une vraie capacité à développer. Ok. Non, parce que tu vois, t'en parles dans ton livre, tu vois, de ces stratégies de palais mental ou quand on a, je sais pas si on a envie de retenir les paroles d'une chanson, parce que c'est assez linéaire, donc c'est assez pratique. Bon, on rentre dans la première pièce, on met tel mot, on met tel thème, on va dans la deuxième pièce, on met la deuxième phrase, etc., etc. Ça, je l'entends bien et je trouve que c'est hyper utilisable dans le cadre d'un discours, d'une conférence, dans le cadre d'une interview qu'on a envie de préparer. Ça me semble logique et ça marche bien parce que c'est une pensée très linéaire. J'ai l'impression que moi, ma pensée, c'est plutôt... c'est une pieuvre avec au bout des pattes une nouvelle pieuvre, puis une nouvelle pieuvre. Enfin, c'est un arbre qui part vraiment dans tous les sens. Et donc, j'ai un petit peu du mal à me dire, tiens, là dans l'interview avec Biliana, il y a 3-4 informations que j'ai vraiment envie de retenir. Donc quand tu me dis les rattacher à un souvenir émotionnel ou les rattacher à quelque chose, j'ai du mal en fait. Je sais pas où les mettre dans ma pieuvre. C'est un peu ça le problème que je rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, de manière générale, le cerveau, pour qu'il puisse aller récupérer quelque chose, il faut qu'il y ait une commande de base. Donc, qu'est-ce que je veux récupérer et pourquoi c'est important pour moi? Donc, il faut que ça parte parce que c'est un effort cognitif à faire, donc il faut que ça sert au système. Si c'est juste récupérer pour faire joli, on ne fera pas l'effort. Par contre, si je me dis, moi, je veux savoir je sais pas, pour mon projet, quel est l'élément? Je veux retenir un élément de ce qu'on va échanger. Je veux retenir un outil qui me parle le plus. Donc, ton cerveau, il va rester vigilant sur l'outil qui t'a touché le plus. Et à la fin, quand tu vas piocher ton information, tu vas te dire, c'est quoi l'outil qui m'a touché le plus? Là, tu vas récupérer l'information. Si tu te dis, je veux tout retenir, le cerveau, il ne sait pas quoi faire et il est incapable de tout retenir, donc mort. C'est pas la bonne posture. La posture de départ de qu'est-ce que je veux mémoriser importante, et la question qui me permet de piocher ensuite l'information, elle est super importante. Et ça, c'est un réglage à faire de départ. Et c'est une habitude à développer. Moi, par exemple, quand
quand j'étais à l'Institut Pasteur, je me disais, mais en fait, je retiens rien des réunions de travail. Je me disais, est-ce que je suis nulle? Est-ce que c'est ennuyant? C'est quoi? Et en fait, c'est que j'arrivais dans la salle, les mains dans les poches, et retiens. Non, tu baignes dans un océan d'informations. Ton cerveau, il est juste, à un moment donné, il est débordé d'informations. Et puis à un moment donné, je commençais tout simplement à faire, à la fin de la réunion, de me dire, c'est quoi l'élément qui m'a le plus touché? Mais zéro jugement, hein, parce que peut-être que l'élément qui m'a le plus touché, c'est, je sais pas, c'est dans la posture de la personne qui a présenté, ça n'a rien à voir avec l'information qu'elle nous a présentée. Mais rien que de retenir cet élément, ça me permettra peut-être de savoir de quoi elle a parlé, cette personne, et de retrouver des informations sur ce qu'elle a dit. Et il faut un point de départ, il faut un point d'appui pour la pensée, pour qu'elle aille piocher des informations. Autour d'une émotion de préférence. Idéalement, c'est ça. Et par exemple, si la quête de départ, par exemple, quand je lis un livre, j'aime beaucoup au départ de me dire, j'ouvre le sommaire et je me dis, c'est quoi l'information qui m'intéresse le plus? Et je vais aller piocher là-dedans et je vais retenir que ça. Et ça va me donner la sensation que je connais le livre. Parce que je vais retenir un élément qui m'a tellement marqué, parce que je l'ai cherché volontairement, donc il y avait cette autonomie de la recherche. L'autonomie, ça donne de la motivation interne, donc j'ai plus de dopamine quand je le cherche. J'ai de la curiosité, donc ça rajoute une couche de dopamine qui aide la mémorisation. Donc je vais ouvrir le chapitre et je suis curieuse de savoir ce qui va le plus m'aider dans ce chapitre, et je repars avec un seul élément. Comme ça, je suis sûre qu'à chaque fois, je vais retenir. Si je dépasse les 4 éléments cherchés, là, je vais devoir faire un vrai effort de repasser sur l'information, la répéter pour être sûre. Mais si je donne le challenge à mon cerveau de chercher une information qui m'a marqué, de repartir avec celle-ci et de l'appliquer par la suite, là, j'ai une super mémoire et je vais commencer à croire que je suis super forte en mémoire parce que, je sais pas, de chaque livre, je retiens un élément qui m'a marqué, je suis capable de le reproduire. Donc, c'est une forme de... On triche un petit peu quand c'est comme ça. Alors, à moins que tu veux devenir quelqu'un qui sait gérer beaucoup d'informations, comme les gens qui retiennent beaucoup de choses. Mais là, on rentre dans un autre challenge. Et puis là, c'est l'objectif qui va te nourrir. Tu vas te dire, j'ai retenu 10 pages de plus que la dernière fois. C'est les gens qui ont une super mémoire, qui développent une super mémoire. Là, dans ce cas-là, il faut que ça soit un vrai objectif, que tu as quelque chose où tu vas pouvoir le reproduire. Mais c'est une autre posture. Pour l'être humain normal, je dirais... Si on repart d'un appel téléphonique, d'une réunion de travail ou d'un podcast, on repart avec une information, on est déjà des gagnants. On est déjà, super, j'ai réussi, il y a ça. Ok. Et pas chercher à tout reproduire, parce qu'après, on devient les bons élèves qu'on était à l'école et qui, au final, reproduisent de l'information, mais ce n'est pas forcément celle qui les a touchés et qui va leur être utile. C'est vraiment ramener les choses à soi. Qu'est-ce que je peux utiliser de tout ce qu'on s'est dit ? Ouais, mais ok. Bon, j'ai du chemin à faire encore, mais c'est vraiment un truc que j'ai envie de bosser. Je me dis, tiens, je compare avec ma compagne. Elle écoute, elle écoute 1 heure de podcast. Elle a tout encodé, elle a tout retenu. Elle se souvient de moindres trucs, elle rentre dans une pièce, elle est capable de se souvenir de la couleur du tableau en haut à gauche et tout, et de te dire, et c'est assez fou. Et moi, j'écoute un podcast d'1 heure et je me dis, ok, il y a une information, je me le répète à la fin du podcast, je me le répète le lendemain, je me le répète 1 semaine après. Et puis à un moment, 2 semaines après, je me dis, oh, putain, c'était quoi cette information? Alors que c'est le truc qui m'avait marqué. Et je me dis, mais ça, c'est dingue, quoi. Et donc... Mais on retient surtout les choses qui nous touchent et si après tu l'oublies cette chose-là, mais après il y a aussi la quantité d'informations que tu absorbes parce que c'est ça que je voulais te demander, est-ce qu'on n'est pas surchargé aussi d'informations? C'est pour ça que c'est intéressant aussi de lâcher prise, tu vois, tu as retenu l'information, elle t'a été utile sur le moment, temporellement parlant, ça t'a été utile la semaine où tu l'as écoutée et c'est super, et si elle part la semaine d'après parce que tu as un autre élément qui te plaît, on lâche, il y a pas besoin. Dans la vie, il n'y a pas d'examen à passer, personne ne va t'interroger sur tout ce que tu as retenu. C'est vraiment, à la fin, on finit par partager les choses qui nous touchent, nous, le plus, qu'on a mis en pratique. Tu vois, idéalement, si tu pratiques l'information, après, tu vas la retenir parce qu'il y a la mémoire corporelle qui est rentrée en compte. Et pas besoin de tout. Franchement, vraiment, moi, je suis très, très, très tranquille là-dessus. Et plus j'ai dû lâcher prise sur combien je retiens, mieux je retiens. Et pour te dire, j'ai triché moi-même parce que je me sentais pas forte. Nous, les scientifiques, on avait beaucoup à retenir à l'école et à chaque fois, je galérais. Et le jour où j'ai commencé à m'intéresser au cerveau, j'ai trouvé que la meilleure manière qui fonctionnait pour moi, parce que j'ai une forte valeur sur les relations aux autres, et je me suis rendu compte qu'en participant dans les essais cliniques, c'est la meilleure manière de retenir les informations scientifiques. Parce que je suis en conversation avec la personne,
T'actives tous tes sens. Exactement, exactement. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai jamais retenu autant de choses parce que c'est quelqu'un qui me l'a partagé, parce qu'il y avait un contexte, parce que je me suis sentie comme ça dans la conversation. Et il y a tout qui est frais dans ma tête quand je cherche à récupérer le souvenir. Je me souviens de la pièce de l'étude clinique où j'étais et j'ai le visage de la personne et l'information remonte. Et après, je lâche prise sur tout ce que j'ai pas retenu parce que quand on est curieux, on cherche beaucoup d'informations, donc il y a des choses qui... Ouais, c'est peut-être... ça, c'est un des trucs que tu m'as fait réaliser, c'est que j'étais peut-être un peu boulimique, tu vois, d'apprentissage et de savoir, et je me suis dit, j'ai fait ce travail-là de, ok, non, j'ai des parents qui sont des érudits, tu vois, qui lisent beaucoup, qui retiennent. C'est très important dans la famille d'avoir beaucoup de connaissances molles, tu vois, et mine de rien, avec l'entrepreneuriat et le fait de créer une boîte, un podcast et tout, je crée beaucoup plus de compétences et de savoir utiles et actifs. Ouais. En fait, je sature un peu en connaissances molles. C'est ça. Toi, ce qui est important pour toi, c'est pas cette connaissance molle, mais ça l'a été important pour tes parents. C'est pour ça que ça les aide. Donc, eux, ils ont un focus parce que, si tu veux, il y a le côté qu'est-ce que je vais obtenir si j'ai cette information-là? Et pour la génération d'avant, c'était super important de pouvoir reproduire de l'information. L'information était le trésor de l'époque. Parce que pour la trouver, il fallait aller à la bibliothèque, chercher où est-ce qu'elle est ton livre, chercher la page à laquelle tu le cherches. Donc, l'information était vraiment précieuse. Aujourd'hui, cette information, tu la trouves facilement. Donc, c'est plus notre génération, elle est plus attirée par ce comportement-là. Il est plus valorisé socialement parlant, en tout cas de moins en moins. Et nous, on est plus dans le côté pratique. Qu'est-ce qui marche au quotidien? Qu'est-ce qui donne des résultats au quotidien? Donc, toi, potentiellement, tu retiens des informations qui sont plus sur l'axe qui t'aide toi. Et ce qui peut servir les gens qui travaillent avec toi. Et voilà, ta mémoire, elle excelle là-dedans. Ok, hyper intéressant. Tu m'as beaucoup challengé justement sur... Parce qu'à un moment, tu parles de mémoire, tu parles de cognition, d'apprentissage, de beaucoup de sujets de concentration aussi. Et à un moment, tu parles de pardon. Pourquoi c'est important de pardonner? Le pardon, c'est un outil très, très, très puissant de détachement. Donc, tout ce qu'on va vivre, alors là, on rentre plus dans la dimension de comment on gère les relations. Donc, tout ce qu'on va vivre avec les gens, ça va créer des empreintes émotionnelles. Et plus il y a une empreinte émotionnelle, plus je vais me comporter d'une manière réactive derrière. Tu vois, ça va devenir un automatisme réactif. Et je vais faire des comportements que je veux pas. Le pardon, c'est vraiment un outil, c'est un état d'esprit qui nous permet déjà c'est avant tout pour nous. C'est avant tout pour nous, pour se détacher du souvenir où on a vécu quelque chose qui nous attache encore à ce souvenir. Pardonner, c'est je vois ce qui s'est passé, j'excuse pas ça, je diminue pas la valeur de ce qui s'est passé, je tiens compte de la gravité de la situation, je me dis, ah oui, ça a fait mal, ouais, c'est vrai que c'était dur, oui, c'est vrai que la personne elle se comportait de telle manière c'est pas un super comportement. Donc, je suis vraiment factuelle, j'ai le courage de regarder la situation telle qu'elle est. Et en même temps, je me dis, je la pardonne d'avoir fait ça. Je la pardonne d'avoir fait ça, je me libère de ce souvenir. Je suis plus attachée à ce souvenir. Parce que tant que je pardonne pas la personne, ma tête, elle va revenir là-dessus et dire, ah, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ah ouais, mais cette personne, elle est vraiment méchante. Ah ouais. Et en fait, j'utilise mes ressources cognitives pour une situation qui n'est pas bénéfique pour mes résultats, pour mon futur, et pour une personne qui n'a pas fait du bien. Donc, pardonner, c'est je vois la situation telle qu'elle est et j'autorise la personne de s'être comportée comme un idiot ou ce qu'elle a fait. J'autorise l'être humain d'être imparfait et de temps en temps de jouer sa facette connerie ou je sais pas quoi, jugement, critique ou ce que la personne elle a fait. Et je l'autorise de s'être comporté comme ça à ce moment. Ça veut pas dire j'accepte que ça se produit dans le futur et que ça revient encore et encore dans le futur, mais c'est juste je me libère de cette situation pour que je puisse récupérer mes ressources cognitives et que je puisse observer ce type de comportement dans le futur et que je puisse les maîtriser. Si je me libère pas de la charge émotionnelle, dans le futur, je vois pas la situation arriver et donc je vais rentrer dans des automatismes de protection. Si par contre, j'ai le courage de regarder la situation telle qu'elle était avec sa douleur et de me dire, ok, je te pardonne pour ce que tu as fait. C'est-à-dire que ce comportement, je suis capable de le voir, identifier dans le futur et de le gérer différemment. Donc moi, je m'ouvre des ressources pour gérer ça différemment. Ok.
Donc c'est une manière de reformater un souvenir plus rapidement, quoi. Ouais. C'est vraiment, on se détache du souvenir, il ne nous définit plus. Et sous-entendu, on libère les ressources dans le futur et on crée une nouvelle stratégie cognitive de gérer ce type de personne, ce type de caractère, ce type de propos, ce type de situation. Donc on sort du jugement, en quelque sorte, le pardon. Tu as une technique pour reformater un souvenir négatif? Alors, première chose, ça serait de repartir dans le souvenir et vraiment le regarder tel qu'il est. Alors, vraiment, je repars, je plonge dedans. Idéalement, si j'arrive à faire vivre la dimension émotionnelle du souvenir, de la faire vivre ici et maintenant. Là, je ferme les yeux, je plonge, je prends le temps, je ralentis le souvenir et j'y vais vraiment pour voir ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Ça, c'est un premier élément de libération du souvenir et je pense que c'est un élément très essentiel. Parce que si tu veux, quand on a vécu un souvenir difficile, le cerveau il s'est mis en mode survie. Il s'est dit danger de mort, mode survie, et il a enregistré un souvenir qui est souvent déformé. Dès que des éléments de cette situation réapparaissent plus tard, il va se réactiver en mode défense de survie. Donc nous, on veut revivre le souvenir, le faire revivre à la pensée, mais dans un contexte sécurisé. On sait que rien de mal va se produire. Par contre, on veut rassurer que le cerveau puisse se dire ça va en fait, même si tu vis ça. Tu survis, il n'y a pas de souci. Et de se laisser ressentir toute la sensation émotionnelle qu'on a vécue. De libérer des éléments qui sont bloqués dans le corps. Parce que c'est ça, les souvenirs, ça bloque des sensations corporelles. Et on a besoin de les évacuer. Donc ça, c'est la première dimension. C'est vraiment, je libère la charge émotionnelle. Je la vois telle qu'elle est, je la laisse circuler, je la libère. Et ensuite, je regarde le souvenir. Qu'est-ce que je n'ai pas vu dans ce souvenir-là? Parce qu'il est certainement déformé. Typiquement, quand moi j'avais un souvenir comme ça, quelqu'un m'avait parlé d'une manière un peu agressive. Mon cerveau, si je rentre pleinement dans le souvenir, mon cerveau, il avait enregistré une sensation comme si on me tenait à la gorge, comme si on essayait de m'étrangler. C'était complètement déformé, ça n'existait pas. Mais dans mon souvenir, il y avait des éléments comme ça qui venaient de nulle part. Donc je me positionne, je regarde le souvenir tel qu'il est. Et dernier élément, c'est le sens que je donne à ce souvenir. Donc souvent, quand on a vécu quelque chose de mal, on tire une conclusion, une croyance qui devient limitante par la suite. Quel est le sens que je donne à ce souvenir? Ça va changer complètement la manière dont je réencode ce souvenir. Les souvenirs changent, hein, je ne te l'ai pas dit, mais à chaque fois quand on les remonte en surface et on les remet ensuite dans la mémoire, on les change. On les remodifie. Ouais. On les remodifie. La même histoire, on la raconte 3 fois et elle est différente la 3e fois. Tu vois, et c'est pas volontaire, c'est pas parce qu'on veut mentir, c'est le cerveau il change. Et avec les souvenirs, c'est la même chose. On la remonte en surface, on rajoute les éléments, on trouve le sens que ça a fait ce souvenir, donc le bénéfice que ça nous a apporté cette situation. Plus je cherche de bénéfices, plus la charge émotionnelle se dégage en fait. Parce que j'ai vécu une situation difficile, mon cerveau il a enregistré, c'est que du négatif. Donc j'ai pas vu tout le positif que ça m'a apporté. Donc je repars dans le souvenir, je vois ce que ça m'a apporté en termes de nouvelles compétences, en termes d'attitude, en termes de force développée, en termes de prise de conscience, en termes de nouvelles relations. Et plus je rajoute du positif. Et à un moment donné, le souvenir, il est neutre. C'est juste un vécu. C'est ni bien ni mal, c'est factuel. J'ai vécu ça, la personne m'a dit ça, j'ai senti ça, Je le remets de nouveau dans ma mémoire et ce souvenir, il n'est plus un déclencheur de réactivité, il est de l'information. Ok. C'est comme ça que tu travailles beaucoup, j'imagine, avec tes clients et que tu vends en coaching? Voilà, on cherche typiquement, s'il y a des éléments qui accrochent comme ça, on cherche à les faire remonter, les nettoyer et les remettre dans la mémoire de manière tranquille, informative. Ok. L'interview arrive à sa fin. Bon, déjà, je voulais sincèrement te remercier parce que j'ai passé un excellent moment. Quel type de personnes tu peux accompagner? Et je sais que ça peut en intéresser parmi l'audience. Je mettrai le lien, tu me diras quel lien transmettre pour te contacter s'il y a un formulaire de contact ou quoi. Je vais peut-être pas donner un email parce que c'est pas directement, je sais pas comment tu fonctionnes. Mais pour quel type de typologie de personnes ou typologie de problèmes, tu vas être redoutablement efficace et tu peux changer des vies au-delà de la lecture du livre qui est déjà une excellente boîte à outils, je trouve. Alors les sujets peuvent être très différents. Moi, l'approche, peut-être c'est l'approche qui va parler à plus ou moins en personne en fonction de comment ils structurent leur pensée, parce que l'approche que j'ai, elle est assez structurée, elle est assez pragmatique dans le sens où les gens ils savent ce qui se passe, il n'y a pas d'éléments magiques. Elle est peut-être moins émotionnelle que certaines autres approches, mais c'est une approche qui permet vraiment de clarifier dans la pensée. En fait, ça amène de la clarté à la pensée. La pensée, elle sait où elle est, elle sait concrètement ce qu'il faut, et donc
par conséquent, les peurs sont pas là. Si la vision elle est claire, on sait les étapes. Ça nettoie le chemin, donc la personne elle avance. Donc c'est plutôt dans la méthodologie peut-être que j'utilise que ça peut parler à certaines personnes. Sinon les thématiques que j'accompagne, il y a de tout. Il y a des thématiques dans la construction du business, les personnes qui démarrent et le projet paraît énorme, donc se préparer, le structurer ou passer au niveau suivant. Des fois la personne elle arrive, elle me dit j'ai ça comme niveau et j'ai l'impression d'atteindre un plafond de verre. Je sais pas comment faire pour passer au niveau suivant, donc ça peut être dans cette croissance business. Ça me parle ça. Des fois c'est des sujets, j'ai des sujets aussi autour du couple, des personnes qui cherchent à se libérer des schémas qui les bloquent pour trouver la bonne personne ou pour créer le lien de sécurité avec une personne. Où j'ai encore des sujets de management où on est plus sur des questions de s'affirmer, d'organiser les équipes d'une manière qui inspire les équipes et qui les aide à sortir le meilleur d'eux-mêmes. Donc vraiment des sujets très différents, mais l'approche reste la même. On met de la clarté sur quel est le blocage, on nettoie le blocage s'il y a quelque chose du passé. Des fois, c'est un souvenir d'enfance où la personne s'est dit non, t'es pas assez fort là-dedans, donc on va faire sauter ça. Et on met de la clarté dans le futur pour que le cerveau il sache quoi faire, parce que c'est une machine de réussite. S'il a les bonnes informations, mais à partir de là, il trace le chemin et il produit des résultats. Ok. Pour terminer, j'ai 3-4 petites questions. Tu peux y répondre assez rapidement. La première, c'est quoi ta bataille intérieure ? Ma bataille intérieure, c'est le fait de se mettre de la pression sur le résultat. Ça serait la bataille intérieure. C'est à chaque fois quand mon focus dévie, c'est pression sur le résultat. Ok. Quelle est la routine ou l'habitude à laquelle tu es la plus attachée ? La routine que j'aime le plus, c'est la méditation. C'est vraiment ces moments où je vais prendre du recul par rapport à moi et je vais voir quelles sont les batailles à mener. Ok. Hyper intéressant. Et à quel moment de la journée tu te dis « Waouh, je suis peut-être une extraterrienne » ? J'adore tes questions. C'est dans les moments de la journée comme celui-ci où on vient de passer un moment où on plonge à l'intérieur du mystère de l'être humain et on conscientise à la fois la beauté qu'il y a et à la fois les outils qui nous permettent d'y arriver. Voilà. Très bien répondu. La toute dernière question, c'est comme un passage de flambeau, un passage de micro. C'est quelle serait la prochaine personne que tu me recommandes d'aller interviewer ? Ça peut être quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu connais pas. Pour justement parler d'excellence. On essaiera de mettre une petite touche de sport aussi, mais ça peut être un chercheur, mais ça peut être aussi dans un autre domaine. Qu'est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer ? La première réponse, un peu irréaliste, je me suis dit Obama. C'est le premier qui est venu. C'est vrai, tu penses que c'est quelqu'un qui a réussi à dompter son cerveau très loin. Ouais. J'aime beaucoup l'équilibre qu'il a réussi à faire entre production de résultats et humanité. Tu vois, vraiment le côté émotion et résultat. J'aime beaucoup ce qu'il a réussi à créer. Je dirais, pour la personne, et en plus de ça française, je dirais David Laroche quand même. C'est mon premier mentor qui a ouvert les portes des possibles pour moi, qui m'a permis de croire que c'est possible. Qui était un exemple pour moi de quelqu'un qui était timide et qui a décoincé sa timidité et qui a une source d'amour incroyable. Alors ça, je trouve que c'est un élément aussi qui nous aide beaucoup, les relations aimantes. Dans ces accompagnements, je me suis toujours sentie très soutenue et très acceptée dans mes forces et mes faiblesses. Ce qui m'a permis d'embrasser les faiblesses tranquillement et d'apprendre à les maîtriser et de voir les forces. Donc moi je trouve que ça a été une lumière pour moi et je pense qu'il peut illuminer aussi beaucoup d'esprits ici dans le podcast. Ouais, c'est chouette. Mais écoute, je retiens la recommandation. C'est vrai que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi, qui m'a toujours surpris aussi un peu avec sa personnalité effectivement très acceptante, très empathique aussi, mais aussi des fois un personnage un peu plus charismatique, oui. Plus dans l'énergie et qui m'inspire. En tout cas, pour moi, c'est une forme de modèle. Donc, c'est une très très bonne idée. Écoute, merci beaucoup, Biliana. Je mettrai les liens dans la description de ton livre et de comment te contacter. Tu me diras. C'était un vrai plaisir. J'espère d'ailleurs que vous aussi vous avez apprécié cet épisode. D'ailleurs, si c'est le cas, pensez à le dire à Biliana, surtout. Si vous êtes encore là, c'est vraiment que l'épisode il vous a plu. Donc, une très bonne manière de le faire, c'est peut-être de lui envoyer un message sur Instagram, sur un réseau social et de la remercier pour lui dire
que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses, peu importe ce que vous avez ressenti en tout cas. Ça lui fera plaisir. Et puis c'est comme ça aussi que les invités sont contents, qu'on garde contact, qu'on peut les réinviter aussi plus tard, pourquoi pas. Là, j'avais beaucoup d'autres sujets à potentiellement découvrir aujourd'hui. Et puis si vous avez aussi beaucoup aimé l'épisode et que vous n'êtes toujours pas abonné, pensez à vous abonner. C'est un petit clic, ça vous coûte rien du tout. C'est gratuit pour vous, mais pour nous, ça a beaucoup de conséquences. Ça nous permet d'aller chercher déjà des invités de plus en plus incroyables et aussi travailler avec des sponsors. Donc voilà, c'est un petit soutien, mais qui fait grandir notre équipe de 8 personnes maintenant. Et donc, je vous en serai très reconnaissant. Voilà. Et si vous avez moi, j'avais beaucoup d'autres sujets avec Biliana, donc si jamais vous aviez envie qu'on creuse certains sujets, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Pourquoi pas faire un autre épisode dans quelques semaines, quelques mois. On ne sait pas ce que l'avenir nous dira. Merci beaucoup, Biliana. Merci à toi. Et à très bientôt. À bientôt.